Bien, eh bien, je vous propose de commencer ce dernier cours de l'année. Bienvenue à toutes et à tous. Et donc, avant de passer au cours lui-même, je vous rappelle que nous aurons à 11h30 un séminaire de Jacopo Carosotto de Trento à propos de choses très voisines de tout ce qu'on a vu dans le cours, mais les objets à manipuler ne seront plus des atomes, mais des photons. Donc, ce sera des champs de jauge synthétiques et des effets topologiques, mais en optique. Et vous verrez que les photons se prêtent très très bien, eux aussi, à ce magnétisme artificiel qu'on étudie cette année. Alors, donc, je passe au cours lui-même. Et aujourd'hui, si j'arrive à baisser la lumière, aujourd'hui, le thème, c'est d'ajouter à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant les interactions. Donc, le problème qu'on va se poser, c'est le magnétisme artificiel et interaction. Et je vais regarder ce problème sur un cas particulier, qui est celui des condensats de Bose-Einstein en rotation. Alors, pour commencer, je voudrais dire que le problème général du magnétisme artificiel couplé aux interactions entre particules, c'est un problème extrêmement vaste qu'on retrouve dans beaucoup de branches de la matière condensée. Et il n'est pas du tout question de traiter ici, en une séance, ni même en un cours entier d'une année, l'ensemble de ces phénomènes liés à la fois au magnétisme et aux interactions. Ici, j'en ai mis quelques-uns, et la liste n'est pas exhaustive, mais vous voyez que si vous prenez un magnétisme qui peut être orbital et ou de spin, on peut avoir l'un ou l'autre ou les deux à la fois, eh bien, il y a vraiment une multitude d'effets qui peuvent apparaître. Donc, le ferromagnétisme ou l'antiferromagnétisme, bien sûr, ça sera plutôt lié au spin. Vous avez la supraconductivité, l'effet Meissner, vous avez l'effet Hall quantique, vous avez la spintronique, l'effet Kondo. Ces nouveaux matériaux qui sont apparus il y a quelques années, qui sont ces isolants ou ces supraconducteurs topologiques, tout ça, ça relève de la combinaison de ce magnétisme, réel ou artificiel, et d'interaction entre particules. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je disais, ça porte sur les condensats en rotation. Et par rapport à cette liste, il y aura un point de contact assez naturel avec les phénomènes de supraconductivité et l'effet Meissner, où quand on prend un supraconducteur, au moins certains types de supraconducteurs de type 2, eh bien, quand on répond dans un champ magnétique, il y a des vortex qui apparaissent. Eh bien, là, avec nos condensats, on verra également des vortex. Et puis, ce qu'on verra, c'est que quand on commence à mettre vraiment beaucoup de vortex, c'est-à-dire quand on commence à tourner très vite, eh bien, notre magnétisme artificiel avec des atomes neutres est relié à des phénomènes de type effet Hall quantique. Voilà. Donc, essentiellement, ce sera ces deux lignes-là qu'on va toucher aujourd'hui. Et quand je dis qu'on va les toucher, ce sera, encore une fois, assez qualitatif. Une description complète des phénomènes prendrait beaucoup plus de temps, bien évidemment. Donc, ce lien entre rotation et superfluidité, je vous rappelle en quoi est-ce que la rotation permet de simuler le magnétisme. Donc, on a vu ensemble qu'un magnétisme orbital associé à une pulsation cyclotron oméga c pouvait être simulé en mettant le système, donc en l'occurrence ce sera un superfluide, en rotation à une fréquence de rotation grand oméga qui est simplement la fréquence cyclotron divisée par 2. On a montré ensemble cette équivalence. Et donc, quand je vais parler aujourd'hui de système en rotation, on pourra faire un catalogue, enfin un dictionnaire avec une correspondance 1 à 1 avec un magnétisme orbital et cette pulsation cyclotron. Donc, on va se donner un gaz de Bose, de particules bosoniques, tout identique, de spin nul. Donc, le magnétisme est purement orbital, il n'y a pas de magnétisme de spin. On va supposer ces particules en interaction répulsive, qui est le cas le plus intéressant sur le plan pratique. Et on va se placer à température nulle. C'est-à-dire que je ne vais pas étudier aujourd'hui d'effets de température finie. On va à chaque fois s'intéresser à l'état fondamental du système et essayer de comprendre ses propriétés. Et la question que je pose, donc, c'est une question toute bête, c'est en présence de magnétisme orbital, donc quand il tourne, que devient ce gaz? Et je voudrais dire tout de suite, au moins pour ceux qui sont familiers du phénomène de matière condensée et de supraconductivité, que rien que cette question n'est pas triviale. Si je prends l'analogie avec un matériau supraconducteur, donc je vous ai dit à l'instant qu'un matériau supraconducteur de type 2, quand je le mets dans un champ magnétique, se remplit de vortex, et ça va également être le cas pour notre condensat de Bose-Einstein, il va se remplir de vortex. Mais ce qu'on sait aussi sur un matériau supraconducteur, c'est que quand j'augmente trop le champ magnétique, à ce moment-là, je perds la supraconductivité. Le supraconducteur repasse à l'état normal quand il y a trop de vortex dans le matériau. Et une question naturelle qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe pour le gaz de Bose? Le gaz de Bose n'a pas d'état normal naturel sur lequel il peut revenir à température nulle.
Donc ce n'est pas du tout évident, rien que cette question-là, de savoir ce qui se passe quand on va aller vers les grandes rotations. Et c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui, c'est comment passer des petites rotations aux grandes rotations. Quel est l'état asymptotique qu'on obtient quand on met un champ magnétique de plus en plus grand sur un gaz de boson. Alors le plan du cours sera le suivant. Je vais commencer par une partie qui est une partie que probablement beaucoup d'entre vous connaissent bien, mais je voudrais quand même avoir un cours qui est self-consistant. Donc je vais commencer par vous rappeler comment est-ce qu'on décrit les interactions dans un gaz atome froid. Donc les mots-clés à cet endroit-là, dans cette partie-ci, sera la notion de longueur de diffusion, champ moyen, et puis également le passage à 2 dimensions. Je vais faire tout le traitement à 2 dimensions. Vous allez voir que c'est plus simple et que ça capture bien la bonne physique. Ensuite, on se posera la question donc, de notion de vortex dans un condensat. On verra la fréquence critique d'apparition de ces vortex et le fait qu'ils s'arrangent en réseau. Puis ensuite, on ira vers la rotation rapide. Donc là, on passera dans le niveau de l'endo fondamental et on verra cette physique du niveau de l'endo fondamental. D'abord au niveau de l'approximation du champ moyen. Donc là, on restera avec la notion de réseau de vortex. Et puis ensuite, on ira au-delà du champ moyen. C'est en fait ça que devient un condensat quand on cherche à le faire tourner vraiment très vite. On va au-delà du champ moyen. On voit apparaître des états fortement corrélés. Et je vous décrirai quels sont des schémas de détection possibles. Cette partie 4 sera très prospective parce qu'il n'y a encore aucune expérience qui ait attaqué de manière concluante ce domaine au-delà du champ moyen. Donc c'est vraiment quelque chose de prospectif et qu'on espère voir aboutir dans un futur assez proche. Bien, donc je commence avec ces rappels sur la manière de décrire les interactions dans un gaz atome froid. Et je commencerai par dire qu'en toute rigueur, le problème de l'interaction entre simplement deux atomes, je ne parle pas de 1 million d'atomes, mais simplement 2 atomes, le problème de l'interaction est un problème compliqué. C'est un problème compliqué sur lequel les physiciens de physique moléculaire travaillent beaucoup, ont beaucoup travaillé et continuent à travailler beaucoup. Le potentiel d'interaction entre 2 atomes de rubidium, par exemple, est quelque chose qui comprend plusieurs parties associées à plusieurs effets physiques différents. À longue distance, les atomes s'attirent du fait de l'interaction de Van der Waals. À moyenne distance, il y a l'échange d'électrons par effet tunnel qui saute d'un atome à l'autre, qui vient renforcer l'attraction, au contraire créer une répulsion, c'est la liaison covalente. Et puis à encore plus courte distance, j'ai une répulsion électrostatique entre les nuages électroniques quand les noyaux deviennent trop proches l'un de l'autre. Donc on a des potentiels qui sont a priori compliqués. Là, je les ai représentés de manière simplifiée, mais il y a un degré de complexité qui apparaît si je cherche à prendre en compte le spin de l'électron, enfin le spin des électrons et le spin des noyaux, avec l'interaction hyper fine qui peut apparaître. Donc le problème général de l'interaction entre 2 atomes est un problème complexe. Fort heureusement, pour la description théorique, nous on va travailler à très basse température. Très basse température signifie dans le domaine du microkelvin. Et ça veut dire, quand on fait un traitement de la collision en ondes partielles, ça veut dire qu'en fait, une seule onde partielle contribue, c'est l'onde S. Onde S qui a le bon goût d'être isotrope. Donc ça simplifie beaucoup le problème. On a la sélection efficace différentielle est isotrope. Et en plus, quand on va vraiment à basse température, l'amplitude de diffusion dans cette onde S devient constante, indépendante de la vitesse relative des particules. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, ça revient à dire que finalement, tout ce potentiel d'interaction très riche, qui est ici, eh bien, je peux le représenter par un seul nombre. Et ce nombre, traditionnellement, on lui donne la dimension d'une longueur. On aurait aussi pu le représenter par une énergie, mais disons que traditionnellement, c'est une longueur. C'est ce qu'on appelle la longueur de diffusion petit a. Et si un physicien de physique moléculaire est capable, à partir des données spectroscopiques, de me donner la longueur de diffusion petit a pour mes atomes, eh bien, je connais tout ce dont j'ai besoin pour décrire les collisions à très basse température. Et ça a une conséquence importante, c'est que puisque une fois que je connais petit a, je connais tout, eh bien, je peux aussi remplacer ce potentiel de collision compliqué qui conduit à la longueur de diffusion petit a par n'importe quel autre potentiel de diffusion qui conduit à la même longueur de diffusion. A priori, j'aurai à très basse température la même physique d'interaction entre mes particules. Alors, parmi tous les potentiels possibles qui peuvent être utilisés pour remplacer ce potentiel réel, eh bien, il y en a un qui est traditionnellement utilisé, qui est le potentiel de contact. C'est simplement une interaction en distribution de Dirac delta de R. Les particules interagissent seulement si elles sont en contact l'une de l'autre. Et pour avoir la bonne longueur de diffusion, ce qu'il faut, c'est mettre en facteur de cette distribution de Dirac quelque chose qui est proportionnel à la longueur de diffusion petit a, avec un coefficient de proportionnalité 4πh/2 sur m, qui fait simplement intervenir la masse des atomes. Alors, je signale quand même ici qu'il y a une légère difficulté avec ces potentiels de contact à 3 dimensions. Il faut, pour certains problèmes, les régulariser. J'ai indiqué dans les notes comment on s'y prend en introduisant ce qu'on appelle le pseudo-potentiel.
Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, il n'y aura pas de souci de ce côté-là, de soucis mathématiques côté interaction de contact. Donc, c'est ça que je vais prendre dans ce qui va suivre. Voilà, alors une fois qu'on sait comment simplifier le potentiel, maintenant il y a une approximation qui est très importante et qui va nous servir pendant les 3/4 de ce cours, simplement à la dernière paragraphe qu'on va quitter cette approximation, c'est l'approximation de champ moyen. Cette approximation de champ moyen, ça va consister à simplifier beaucoup les états qu'on va considérer pour décrire correctement le système. Donc mon système, c'est un système qui est donc un système de grand N atomes, avec a priori 3 termes dans l'énergie, 3 termes qui vont revenir de manière récurrente dans le cours. Le premier terme, c'est l'énergie cinétique de chaque atome, la somme des pi carré sur 2m. Le deuxième terme, c'est le potentiel de piégeage extérieur, que je vais prendre harmonique dans ce qui va suivre. Là, je l'ai écrit sous la forme phi de RI, mais ça va devenir un potentiel harmonique très bientôt. Et puis le troisième terme, c'est donc cette énergie d'interaction U de RI moins RJ. Et je m'intéresse à l'état fondamental de système, qui est a priori, quand je n'ai pas fait l'approximation de champ moyen, qui est a priori une fonction compliquée, psi de R1, R2, Rn, des grands N variables. La seule contrainte à ce stade sur la fonction grand psi, c'est que puisque j'ai affaire à un gaz de Bose, de particules de Bose tout identiques, eh bien cette fonction grand psi doit être symétrique par échange quelconque de 2 des particules. Et donc l'approximation de champ moyen, ça consiste à restreindre considérablement l'espace dans lequel je vais chercher ces fonctions grand psi, c'est-à-dire que je vais chercher mes fonctions grand psi, qui vont donc être des solutions approchées à l'état fondamental du système, sous une forme factorisée, grand psi de R1, R2, Rn égale petit psi de R1 fois le même petit psi de R2 fois le même petit psi de Rn. Alors ça, c'est bien une fonction qui est éligible en termes de fonction complètement symétrique par échange de particules, puisque je mets le même psi pour R1, pour R2 et pour Rn. Ça, c'est clairement symétrique si j'échange les 2 particules. Et la physique qui se cache derrière cette approximation, c'est le fait que je néglige toute corrélation entre les particules. Si je détecte la particule 1 à un certain point, ça ne change pas l'état des n-1 particules restantes. Voilà, donc on va chercher dans cette approximation de champ moyen donc, les grands psi sous cette forme-là. La seule contrainte sur la fonction de petit psi à ce stade étant qu'elle doit être normalisée. L'intégrale de psi carré doit être égale à 1. Et donc la question qu'on va se poser dans les diapositives qui vont venir, c'est comment est-ce que je peux déterminer cette fonction petit psi qui représente au mieux le vrai état fondamental grand psi du système. Et là, eh bien, on est en terrain familier du formalisme quantique. Ce qu'on va faire, c'est simplement une méthode variationnelle. La fonction grand psi approchée petit psi de R1 fois petit psi de Rn, celle qui va représenter le mieux l'état fondamental, eh bien, c'est celle qui va minimiser l'énergie moyenne, c'est-à-dire que je vais prendre mon hamiltonien à n particules, psi n, je vais calculer la valeur moyenne de l'hamiltonien dans cette fonction grand psi factorisée, et je vais chercher la fonction petit psi qui minimise cette valeur moyenne. Alors, on va travailler, plutôt que de travailler avec l'énergie à grand N particules, je vais travailler avec l'énergie à une particule, c'est-à-dire que je prends l'énergie à grand N particules et je la divise par N. Et quand je reporte donc dans l'expression de mon hamiltonien cette représentation approchée de la fonction grand psi, eh bien, je retrouve les 3 termes que j'ai annoncés précédemment. Le terme d'énergie cinétique est, comme d'habitude, un terme en h bar carré sur 2m gradient psi au carré. Je vous rappelle que P, l'impulsion, c'est IH bar gradient, donc P carré sur 2m, c'est gradient psi au carré. L'énergie de piégeage, eh bien, c'est simplement V de R, mon potentiel de piégeage, qui, comme je l'ai dit, sera harmonique, fois le module de psi au carré. Tout ça, c'est intégré sur R. Et puis l'énergie d'interaction, puisque j'ai pris une interaction de contact, là où j'aurais vu apparaître le produit psi de R1 au carré fois psi de R2 au carré, comme c'est multiplié par la fonction de Dirac, la distribution de Dirac delta de R1 moins R2, eh bien, ce que j'ai simplement, c'est module de psi de R à la puissance 4, que multiplie donc le préfacteur que j'avais écrit tout à l'heure, proportionnel à la longueur diffusion petit a. Et puis, donc, je prends l'énergie par particule grand N, donc en divisant par grand N l'énergie totale. Donc ici, en fait, j'ai n fois n-1 paire de particules qui contribuent, donc n carré paire de particules contribue à En, mais comme je divise par n, j'ai un n qui reste ici. Voilà. Donc l'énergie d'interaction est proportionnelle au produit nombre de particules fois petit a la longueur de diffusion. Alors je dois donc chercher la fonction psi qui minimise cette intégrale, et une manière équivalente de traiter le problème, c'est d'utiliser le formalisme de Lagrange. C'est donc d'introduire un paramètre de Lagrange associé au fait que j'ai une contrainte sur psi qu'elle doit être normée. Si je ne disais pas que psi est normé, la solution triviale ce serait de prendre psi égale 0 là-dedans. Ça, évidemment, ce n'est pas drôle.
il faut se souvenir que psi doit être normé. Donc j'ajoute un paramètre de Lagrange qui me dit que psi est normé, et à ce moment-là, je transforme cette équation-ci en une équation différentielle, qui est ce qu'on appelle l'équation de Gross-Pitayevsky, qui est donc une équation qui fait intervenir mon paramètre de Lagrange associé au fait que psi doit être normé, et ce paramètre de Lagrange, je l'appelle potentiel chimique, mu, c'est la dimension d'une énergie, donc sa signification mathématique, c'est d'être le paramètre de Lagrange associé au fait que psi est normé. Sa signification physique, elle est très simple, c'est simplement l'énergie que je dois payer pour ajouter une particule au système. Donc c'est pour passer du système à n particules au système à n plus une particule, je dois payer une certaine énergie, et c'est ce potentiel chimique-là. Et ce que j'ai dans le membre de gauche, donc ce qui est équivalent à dire que ce E de psi doit être minimum, eh bien c'est une équation, comme je disais, différentielle, et qui ressemble beaucoup à l'équation de Schrödinger habituelle, l'équation de Schrödinger dans le potentiel V de R. J'ai ici le moins h bar carré sur 2m laplacien, je retrouve mon potentiel de payage V de R qui est ici, et puis simplement j'ai un terme supplémentaire par rapport à l'équation de Schrödinger qui est une équation linéaire, c'est un terme non linéaire qui me décrit donc les interactions entre particules dans cette appropriation de champ moyen, donc un terme en 4 pi h bar 2, A fois grand N, qui est donc la quantité pertinente divisée par la masse de la particule, fois psi de R au module carré, la densité au point R, fois psi de R. Voilà, donc c'est à partir soit de cette fonctionnelle d'énergie ici, soit à partir de l'équation de Gross-Pitayevsky qu'on va travailler dans ce qui suit. Une conséquence importante de mettre les interactions dans le système à n particules, c'est qu'on voit émerger une longueur, une échelle de longueur supplémentaire dans le problème, qui est une échelle de longueur associée aux interactions. Cette échelle de longueur, c'est ce qu'on appelle la longueur de cicatrisation xi. Vous allez voir qu'elle va jouer un rôle important dans toute la physique des vortex qui va venir. Donc, j'introduis tout de suite cette longueur de cicatrisation. Et pour peut-être vous faire comprendre bien ce qu'est cette longueur de cicatrisation, eh bien, on peut se poser un problème physique particulier. Supposons que j'ai une paroi en x égale 0 ici, et je mets mon gaz à droite pour moi de cette paroi, à gauche pour vous, dans cette partie-ci. Et je me demande quel est l'état d'équilibre du gaz donc situé dans cette partie-là de l'espace, compte tenu de la présence de la paroi qui est ici. Alors la paroi, je vais la décrire très simplement par une simple condition limite. Je vais dire que sur cette paroi, la fonction d'onde doit s'annuler. C'est comme ça que je prends en compte la présence de la paroi. C'est une paroi idéalisée. Donc je dois chercher une solution à mon équation de Gross-Pitayevsky, telle que sur la paroi en x égale 0, psi s'annule, et puis quand x tend vers l'infini, c'est-à-dire quand je vais me mettre très loin là-bas du côté du mur, eh bien psi doit tendre vers une valeur asymptotique psi 0, qui est simplement proportionnelle à la racine de la densité. Et alors là, eh bien, quand je regarde mon équation de Gross-Pitayevsky, j'ai compétition entre deux termes. J'ai le terme d'énergie cinétique, proportionnel à la gradient psi au carré, qui va favoriser des solutions qui varient très lentement avec x, puisque c'est gradient psi qui contribue à l'énergie cinétique. Plus psi varie lentement, plus l'énergie cinétique sera basse. Donc si avec l'énergie cinétique, j'aurai une fonction d'onde qui croîtrait très lentement pour atteindre sa valeur psi 0 à l'infini. Au contraire, j'ai le terme d'interaction répulsive entre atomes. J'ai des atomes ici, dans cette partie-là de l'espace qui interagissent, qui se repoussent. Donc eux, ils ont envie d'occuper le plus de volume possible, donc ils ont envie d'aller se plaquer contre la paroi. Donc là, au contraire, ce terme d'interaction répulsive tend à faire en sorte que psi croisse très vite au voisinage de la paroi pour atteindre ensuite sa valeur stationnaire. Donc quand on met ensemble ces deux termes, cette compétition entre les deux termes, eh bien, on arrive effectivement à une valeur, une échelle de longueur naturelle qui apparaît du fait des interactions. Cette échelle de longueur, donc, qu'on avait appelée longueur de cicatrisation xi, elle est donnée simplement par l'inverse du potentiel chimique, qui lui-même traduit la présence des interactions, puisque je vous l'ai dit, c'est l'énergie que je dois payer pour ajouter une particule dans le système. Et on peut avoir en fait une solution exacte au problème que j'ai posé avec ma feuille de papier. Là, la solution de l'équation de Gross-Pitayevsky, c'est une tangente hyperbolique, donc c'est bien quelque chose qui part en 0, en x égale 0, qui part à 0 et qui tend vers 1, si je trace psi de x sur psi 0, qui tend vers 1 au bout d'une longueur de l'ordre de xi. Voilà. Donc cette longueur de cicatrisation va revenir fréquemment comme étant finalement le moyen qu'a une fonction d'onde en présence d'interaction pour retrouver sa valeur normale une fois si j'impose un défaut localisé en un point, en l'occurrence le point x égale 0 sur cette diapositive. Alors maintenant, pour terminer ce paragraphe d'introduction, je voudrais faire ce passage à deux dimensions qui va me servir dans tout ce qui va suivre. Ce passage va nous permettre de nous concentrer sur les termes importants dans l'étude du magnétisme. Vous vous souvenez que le magnétisme, si je prends un champ B parallèle à l'axe Z, eh bien le magnétisme est intéressant dans le plan XY. La force de Lorentz, c'est QV vectoriel B, donc elle affecte le mouvement dans le plan XY,
et n'affecte pas le mouvement selon Z. Donc, pour étudier le magnétisme, je peux me restreindre au mouvement dans le plan perpendiculaire à B sans risquer de perdre trop de physique, et c'est ça qu'on va faire maintenant. Ce ne serait pas compliqué de généraliser ce qu'on va faire là à 3 dimensions, mais ça compliquerait les notations simplement de manière un peu inutile, donc on va se mettre à 2 dimensions. Alors physiquement, se mettre à 2 dimensions, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je mets le long de l'axe Z un potentiel de confinement V de Z qui est d'une raideur élevée, si je le prends harmonique, donc je prends un V de Z qui, long de l'axe Z, c'est représenté par cette parabole noire-là, un Z est ici et V de Z est là, et j'admets que ce potentiel est suffisamment raide pour que l'échelle d'énergie associée soit élevée, le h bar oméga Z, où oméga Z est la pulsation au fond du puits, et donc cette échelle d'énergie, je suppose qu'elle est très grande devant toutes les autres échelles d'énergie pertinentes du problème, en particulier l'énergie d'interaction, donc je peux supposer que le mouvement selon Z est gelé et les atomes sont figés vis-à-vis du mouvement Z dans l'état fondamental du mouvement dans ce potentiel-là, l'état fondamental que je vais appeler Ki0 de Z. Sur le plan mathématique, ça veut dire que les fonctions psi que je vais chercher pour minimiser l'énergie de mon système, eh bien, au lieu de les prendre sous forme de fonctions arbitraires des 3 variables x, y, z, je vais les prendre comme fonctions arbitraires des 2 variables x et y, mais vis-à-vis de z, là maintenant je fixe la dépendance, ce sera simplement l'état fondamental de v de z, le Ki0 de z. Alors ça change, ça simplifie un petit peu le problème, bien sûr, puisque je passe de 3D à 2D, et donc l'énergie par particule que je vais devoir minimiser, eh bien, elle garde une structure équivalente à ce que j'avais écrit tout à l'heure à 3 dimensions, mais maintenant c'est une intégrale simplement à 2 dimensions sur x et y, avec toujours le terme d'énergie cinétique, cette fois-ci en gradient phi au lieu de gradient psi, puisque je suis passé à cette fonction-là. Le terme de piégeage qui, je l'ai dit, je vais le prendre harmonique maintenant, donc petit oméga ici c'est la pulsation dans le plan xy, à ne pas confondre avec oméga z qui est la pulsation selon z, qui est très grande. Là c'est la pulsation dans le plan xy qui est a priori quelconque. Donc ça, c'est le terme de piégeage dans le plan XY. Et puis, j'ai le terme d'interaction, et sur lui, je peux passer une minute. Ce terme d'interaction a changé un tout petit peu de nature, puisque j'ai remplacé l'intégrale sur module de psi à la puissance 4 par l'intégrale sur module de phi à la puissance 4. Donc j'ai dû aussi calculer l'intégrale de Ki0 à la puissance 4. Et quand on fait ça, eh bien, ça a pour effet de transformer un peu la structure du terme d'interaction. Ce qui me décrit maintenant les interactions, c'est ce paramètre petit g, là où j'avais tout à l'heure la longueur de diffusion petit a. Et ce qui est remarquable, c'est que ce terme petit g est sans dimension, à 2 dimensions. Quand je fais une physique à 2 dimensions, le terme petit g n'a pas d'unité, si vous voulez. Plus précisément, si vous faites le calcul de petit g avec le Ki0, qui est l'état fondamental du potentiel, vous trouvez que ce terme petit g, c'est en fait le rapport de 2 longueurs, donc c'est effectivement un nombre sans dimension. Au numérateur, vous avez la longueur de diffusion petit a, qui était là tout à l'heure quand j'étais à 3D. Et au dénominateur, eh bien, vous trouvez simplement l'épaisseur du gaz, ici, c'est-à-dire la taille de l'état fondamental Ki0 de Z à Z. Donc ce nombre petit g, sans dimension, me caractérise la force de l'interaction dans le système. Si g égale 1, eh bien, je commence à être en interaction forte. Si g est petit devant 1, je suis en interaction faible. Et si g est grand devant 1, c'est une interaction hyper forte. En pratique, avec les condensats de Bose-Einstein, ce qu'on sait faire comme paramètre petit g, c'est n'importe quoi, je dirais, entre 10-2 et 1. Donc on est dans un régime d'interaction relativement faible, mais on peut toucher aux interactions qui commencent à devenir fortes. Voilà, donc à partir de maintenant, voilà la fonctionnelle d'énergie avec laquelle je vais travailler, et le paramètre important, ce sera donc ce petit g, ici, et puis évidemment la fréquence du piège oméga. Alors pour progresser encore dans notre compréhension du système, si je regarde donc quelles sont ces échelles d'énergie dans ce piège à 2 dimensions, comme j'ai dit, j'ai 3 termes en compétition. D'une part l'énergie du piège, d'autre part l'énergie cinétique, et puis enfin l'énergie d'interaction. Une fois que j'ai mis mes atomes dans un piège harmonique, je peux classer les termes en 2 catégories. J'ai le terme d'énergie potentielle ici, qui donc me dit que j'ai mon potentiel dans le plan XY qui est donc piégé dans ce potentiel parabolique, et mes atomes donc, qui ont envie de se mettre au centre. Eh bien, le terme ici, l'énergie de potentiel, tend à favoriser des fonctions de plus en plus localisées. C'est-à-dire qu'à cause du R carré qui est ici, enfin du 1,5 de m oméga 2 R2 qui est là, ça coûte de l'énergie de prendre une particule et la mettre loin du centre. Donc, la colonne de gauche, ici, liée à l'énergie potentielle, favorise des fonctions phi compactes qui sont localisées au voisinage de l'origine. Au contraire, les 2 autres termes favorisent des fonctions phi très étalées. Ça se comprend bien.
le terme d'énergie cinétique, je vous dis, c'est procède à gradient phi au carré, donc il favorise des fonctions phi qui varient très lentement, donc il faut un faible gradient, donc des fonctions qui s'étalent beaucoup dans le plan xy. Et puis l'énergie d'interaction, puisque l'atome se repousse, là encore, ça favorise des atomes qui occupent le plus de volume possible dans le piège harmonique. Donc j'ai une compétition entre ce terme-là d'une part, et puis la somme de ces deux autres termes d'autre part. Alors, pour fixer les idées, on va comparer ces deux termes-ci. Comment est-ce qu'ils se comparent? Alors ça, c'est assez simple, de comparer l'énergie cinétique en gradient phi carré et l'énergie d'interaction en phi 4. Pour ça, eh bien, je prends simplement une fonction modèle, disons, une fonction phi que je vais donc prendre, je vais appeler son extension typique d'ordre R. Vous pouvez mentalement vous la représenter comme une fonction gaussienne d'écart type grand R. Donc je prends un phi qui s'étale sur une distance grand R. Comme elle est normalisée, donc l'intégrale sur un disque d'R grand R carré vaut 1, donc l'ordre de grandeur de phi, c'est 1 sur R. Et donc, si vous calculez le terme d'énergie cinétique, h bar 2 sur m gradient phi carré, eh bien, gradient phi est d'ordre 1 sur R. Donc là, j'aurais du h bar 2 sur mr2 à gauche, enfin, pour ce terme d'énergie cinétique. Et le terme d'énergie potentielle, donc ici, je vais voir apparaître du 1 sur R4, puisqu'il est un 1 sur R. J'intègre sur un disque d'R R carré, donc il me reste là aussi h bar 2 sur mr2 fois ng. Et vous voyez que c'est une des beautés de la physique à 2D, c'est moins simple que ça quand on va à 3D. C'est comparer l'énergie cinétique et l'énergie d'interaction, c'est très simple. Les deux ont la même loi d'échelle vis-à-vis de la dimension de la fonction d'onde, grand R carré. Et la seule chose qui me permet de distinguer l'énergie cinétique de l'énergie d'interaction, c'est le paramètre grand Ng. Donc si je prends Ng grand devant 1, eh bien je sais que dans cette colonne de droite, ce sera lui qui sera prédominant. Si je prends Ng petit devant 1, ce sera celui-là. Alors en pratique, je vous ai dit qu'on avait des G qui étaient compris entre 10-2 et 1. Donc dès que mon nombre d'atomes va être supérieur à la centaine, eh bien je peux en toute quiétude, garder l'énergie d'interaction ici, et puis oublier l'énergie cinétique. Et les nombres d'atomes sont toujours, enfin bien souvent supérieurs à la centaine. Donc le produit Ng est très souvent plus grand que 1, il peut valoir plusieurs milliers. Donc on peut vraiment faire en toute quiétude cette approximation de garder ce terme-ci qu'on va mettre en compétition maintenant avec celui-là. Et c'est la dernière chose que je voulais vous dire donc, dans ce paragraphe d'introduction, c'est donc maintenant mettons-nous dans le piège harmonique et regardons ce qu'on appelle le régime de Thomas-Fermi, qui est donc le régime où je néglige l'énergie cinétique par rapport à l'énergie d'interaction. Alors, première chose, quand on se met dans le piège harmonique de pulsation oméga, eh bien, on a une échelle naturelle de longueur en l'absence d'interaction, dans le potentiel XY, qui est donc la longueur associée à l'état fondamental dans le piège harmonique, qui est donc ce racine de h bar sur m oméga. Maintenant, je réécris mon équation de Grosseteste-Minkowski. Alors là, j'ai mis les trois termes à ce stade, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie d'interaction. Je vous dis que l'énergie cinétique est négligeable, donc je néglige ça. Et je transforme, en faisant ça, mon équation, qui est une équation différentielle, en équation algébrique. Là, je n'ai plus de dérivée dans les trois termes qui restent. Donc, je peux simplifier cette équation en simplifiant par psi à droite et à gauche. Et je me retrouve donc avec une solution très simple à cette équation, qui est simplement que le Ng fois phi carré qui apparaît dans le membre de droite, eh bien, il est égal à une constante, mu, ici, fois un coefficient, moins, quand je fais passer ça à droite, moins R2. Alors, si je réécris mu sous la forme 1,5 de m oméga carré fois une longueur au carré que j'appelle rayon de Thomas-Fermi au carré, eh bien, je peux mettre cette solution approchée, donc sous une forme agréable, Ng fois phi carré qui est ici, donc je le réécris là, égale RTF au carré moins R2, le R2 c'est ce terme-ci que j'ai fait passer à droite, fois 1 sur 2 fois A perp puissance 4. Et cette approximation marche très bien. Ici j'ai fait une simulation numérique pour Ng égale 200, donc effectivement Ng est grand devant 1. Vous avez en noir la solution exacte quand on ne néglige pas le terme d'énergie cinétique. Vous avez en rouge la parabole inversée approchée qui est écrite ici, et les deux sont effectivement en très bon accord les uns avec les autres. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut tout calculer. Je ne fais pas les détails des calculs, mais c'est vraiment des calculs sans difficulté. Je peux calculer le potentiel chimique mu, que je trouve égal à h bar oméga fois un terme Ng sur pi, donc proportionnel à Ng puissance 1,5. Donc ce potentiel chimique mu est grand devant h bar oméga, l'échelle d'énergie à une particule. En présence d'interaction, le potentiel chimique est grand devant h bar oméga. Le rayon de Thomas-Fermi, c'est A perp fois encore quelque chose qui fait intervenir Ng au numérateur. Donc le rayon de Thomas-Fermi est lui grand devant A perp. Et puis la longueur de diffusion, la longueur de cicatrisation xi, que j'ai introduite tout à l'heure, elle est en 1 sur mu.
Donc elle, au contraire, elle est petite devant Aperp. Voilà. Donc on a 3 échelles de longueur dans le problème, si vous voulez. En toute petite échelle de longueur, j'ai Xi, ensuite la longueur de cicatrisation, ensuite j'ai Aperp, et puis après, la grande échelle de longueur, c'est le rayon de Thomas Fermi. Voilà. Donc ça termine ce rappel ou cette description brève des interactions dans mon système, et je voudrais maintenant passer au premier effet du magnétisme, qui est la notion de vortex dans un condensat. Alors, donc on va mettre notre condensat en rotation en le faisant tourner donc, avec un agitateur tournant dans le plan XY. Donc, à partir de maintenant, je vais m'intéresser à un système 2D dans le plan XY tournant à la fréquence angulaire grand oméga. Donc, nouvelle fréquence qui apparaît dans le système, cette fréquence de rotation grand oméga qui est reliée éventuellement à une pulsation cyclotron, comme je le disais tout à l'heure, grand oméga égale oméga c sur 2. Alors, on a vu ensemble, il y a quelques cours, que dans cette situation, quand on passe dans le référentiel tournant, l'hamiltonien à une particule prend un terme en plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'énergie cinétique, il y a toujours l'énergie potentielle de piégeage, mais j'ai en plus, lié au passage dans le référentiel tournant, ce terme en moins oméga Lz. Et c'est de lui que vient le magnétisme. Donc mon équation de Grothe-Witaliski, elle, quand je rajoute à ça le fait que j'ai grand N particules en interaction, eh bien, elle va avoir comme énergie E de phi le même E de phi que celui que je vous ai écrit tout à l'heure, avec ce terme-là supplémentaire qui va donc être moins grand oméga fois l'intégrale de phi étoile, Lz, l'opérateur composante selon Z de l'opérateur moment cinétique agissant sur phi, le tout intégré sur tout l'espace. Et c'est ce terme-là qui va me favoriser l'apparition d'états de moment cinétique non nuls. Puisque j'ai quelque chose qui est en moins Lz, bien, si Lz est positif, ça abaisse l'énergie, donc ça va pouvoir me changer la structure de l'état fondamental du système. Et toute la physique va venir de là, va venir de cet abaissement de l'énergie que j'obtiens en allant chercher des états pour lesquels la valeur moyenne de Lz n'est pas nulle. Alors ces états, quels sont-ils? Eh bien, on va voir que ce qui va jouer un rôle crucial dans tout ce qui va suivre, c'est cette notion de vortex, tourbillon quantique pour parler français. Et pour vous donner une idée de ce qu'est un vortex, eh bien, je voudrais revenir à l'oscillateur harmonique à 2 dimensions. Les vortex sont parfois des objets un petit peu mystérieux pour les gens, et moi, je trouve que c'est bien de toujours se référer à ce système-là, parce que ça donne un exemple concret de vortex qui satisfait à toutes les bonnes propriétés et qu'on peut se représenter à la fois physiquement et mathématiquement très simplement. Donc revenons sur cet oscillateur harmonique à 2 dimensions, sur lequel j'avais passé pas mal de temps il y a quelques semaines. Donc je vous rappelle que les états propres de l'oscillateur à 2 dimensions dans le plan XY donc sont équidistants, séparés par l'énergie h bar oméga. Hein. L'état fondamental est non dégénéré. Le premier état excité est dégénéré 2 fois, le deuxième état excité est dégénéré 3 fois, etc. Et si je prends un oscillateur harmonique isotrope, c'est ce que j'ai fait ici dans le plan XY, eh bien, je peux chercher une base propre commune à l'hamiltonien et à l'opérateur moment cinétique. Donc je peux affecter à chacun des états qui est ici un nombre quantique, 0 ici, moins 1 plus 1, moins 2, 0 plus 2, qui repère la projection selon Z du moment cinétique associé à cet état. Alors si on regarde un petit peu plus en détail ce que sont ces états, l'état fondamental, c'est une brave gaussienne, exponentielle moins R2 sur 2 fois Aperp carré. Aperp, c'est cette longueur que j'ai introduite tout à l'heure, racine de h bar sur m oméga. Donc ça, c'est une gaussienne. Là, je n'ai pas grand-chose à en dire. On l'avait vu ensemble la dernière fois, enfin, il y a quelques semaines. C'est l'état habituel. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt ces états-là, les 2 premiers états excités. Parce qu'eux correspondent exactement à ce que j'entends par vortex, par tourbillon quantique. Les fonctions de ces états, on les avait vues ensemble. C'est, si suivant que je prends moins 1 ou plus 1, c'est psi plus ou moins de R égale R fois puissance plus ou moins I phi. Phi, c'est l'angle polaire autour de l'axe Z, fois la même gaussienne que pour l'état fondamental, et puissance moins R2 sur 2 Aperp carré. Et ça, je prétends que ça satisfait toutes les conditions pour être appelé un tourbillon quantique. Ces états plus ou moins de R sont des états où la densité s'annule. En l'occurrence, la densité s'annule au point R égale 0, au centre du piège, à cause du R qui est ici. J'ai un 0 de la densité, 0 de la fonction dans ce point-là. La phase de ma fonction d'onde tourne de plus ou moins 2π autour de ce point. Si je prends la puissance plus I phi ici, eh bien, si je pars de l'axe x égale 0 et je fais un tour complet comme ça, eh bien, j'accumule une phase de 2π. Puis si je prends moins I phi, j'ai une phase de moins 2π. Et puis, quelque chose qui découle de cette phase-là, qui tourne de plus ou moins 2π, si je calcule le champ de vitesse
associé à la fonction d'onde, eh bien, je trouve un champ de vitesse qui est le champ de vitesse d'un tourbillon. Alors avant de décrire ce champ de vitesse d'un tourbillon, je vous rappelle comment on déduit un champ de vitesse d'une fonction d'onde. Ça, c'est ce qu'on fait dans les premiers cours de mécanique quantique quand on introduit le courant de probabilité. Donc on prend une fonction d'onde phi de r qui est a priori un objet complexe, un champ complexe, qu'on décompose en modules et en phases. Donc j'écris module de phi fois puissance i θ, où θ de r est la phase de ma fonction d'onde. Et le champ de vitesse associé à cette fonction d'onde, eh bien, c'est rien d'autre que le gradient de la phase θ, à un facteur h bar sur m près. Donc ça, c'est complètement général. Et si vous faites ça pour la fonction d'onde qui est écrite ici, eh bien, vous trouvez que le champ de vitesse que je trouve autour du point du centre, là, eh bien, c'est un champ de vitesse qui est en 1 sur r. Donc plus je me rapproche du centre, plus la vitesse est élevée. Et ce champ de vitesse est orthoradial. Donc si j'ai mon point comme ça, eh bien, c'est vraiment un champ de vitesse qui tourne autour de ce point, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est à la fois la phase qui tourne de plus ou moins 2π et puis ce champ de vitesse orthoradial, eh bien, c'est ce qui va représenter la caractéristique principale des vortex qui vont revenir dans toute la suite de ce cours. Alors, question naturelle, ça, je vous introduis un vortex dans le cas d'une particule unique. Donc, j'avais regardé l'hamiltonien à une particule. Que se passe-t-il si je prends des interactions et si je me pose exactement la même question? C'est-à-dire, je prends l'équation de Grosspitaevski au lieu de prendre l'équation de Schrödinger, et je me dis quel est l'état fondamental de l'équation de Grosspitaevski en mettant un moment cinétique plus h bar, en imposant un état de moment cinétique plus h bar. Eh bien, on retrouve donc une phase qui tourne de plus 2π ou de moins 2π selon le signe que je mets autour de 0, avec un zéro de la fonction dans 0. Simplement, ce qui va se passer, c'est quand on va regarder la taille du cœur du vortex à l'équilibre, eh bien, ce qu'on va trouver, c'est notre longueur de cicatrisation, celle qu'on a introduite tout à l'heure. Et c'est assez naturel. De la même façon que dans le problème avec ma feuille de papier, j'imposais un zéro de la fonction d'onde sur un plan et je regardais comment est-ce que la fonction d'onde reprenait une valeur, au bout de combien de temps elle reprenait sa valeur naturelle. Eh bien, là, j'impose un zéro de la fonction dans un point, qui est le centre du piège, et je me demande, au bout de combien de temps est-ce que ce zéro que j'ai imposé est oublié, c'est-à-dire au bout de combien de temps est-ce que je reviens sur la solution représentée en rouge là, qui serait la solution en l'absence de vortex, eh bien, c'est-à-dire en l'absence de zéro, si vous voulez, eh bien, ce qu'on trouve, c'est que la taille d'un cœur de vortex, c'est cette longueur de cicatrisation, petit xi. Voilà. Donc ici, vous avez encore une fois une résolution numérique faite pour les paramètres ng égale 200, ceux qu'on a vus tout à l'heure. Voilà, donc voilà la chose à garder en mémoire. C'est la seule chose qu'il faut rajouter par rapport à mon modèle très simple d'hamiltonien à une particule, c'est que la taille du cœur du vortex dans un système en interaction est donnée par la longueur de cicatrisation. Sinon, ce que j'ai dit, c'est-à-dire la phase qui tourne de 2π, le champ de vitesse orthoradial, en 1 sur r, tout ça, ça va rester vrai. Alors, question, est-ce qu'un vortex est énergétiquement favorable? J'ai déjà donné la réponse à cette question. Un vortex correspond à un état de moment cinétique, que je peux choisir positif ou négatif selon le sens que je donne à l'enroulement de phase. Donc, a priori, il y a des chances qu'il soit favorable, puisque la présence du vortex va m'abaisser les termes d'énergie liés au passage en référentiel tournant. Là où j'avais ce terme en oméga Lz, enfin c'était moins oméga Lz, ce qui apparaissait. Donc si je prends Lz égale h bar, un état propre de Lz avec la valeur propre plus h bar, eh bien l'énergie va s'abaisser de moins h bar fois grand oméga, où grand oméga est ma fréquence de rotation. Donc clairement, je vais gagner de l'énergie dans ma fonctionnelle grâce au vortex sur ce terme-là. Il n'y a pas de repas gratuit, donc si je gagne de l'énergie de ce côté-là, je vais sûrement en perdre d'un autre côté. Et effectivement, je perds de l'énergie, enfin plus exactement, l'énergie devient plus grande sur un autre terme, et cet autre terme, le prix que je dois payer à mettre un vortex, c'est de l'énergie cinétique essentiellement. En effet, je vous ai dit que quand je mettais un vortex, j'avais ce champ de vitesse en 1 sur r, un champ de vitesse qui devenait de plus en plus grand au fur et à mesure où je me rapproche de l'origine, et donc ça me rajoute une énergie cinétique supplémentaire dans mon bilan d'énergie, et donc il va falloir que je regarde la compétition entre l'énergie que j'abaisse grâce à ce moins h bar oméga, et puis l'énergie que je rajoute à cause de l'énergie cinétique associée à ce V de R. L'énergie cinétique que j'ai écrite ici, c'est simplement 1,5 de mv2, donc c'est m sur 2 fois l'intégrale sur tout l'espace de la densité au point R, donc module de phi au carré, fois v carré de R, donc c'est ce champ de vitesse au carré, des 2 R. C'est approché, il y a d'autres termes qui contribuent à l'énergie, mais les autres termes sont négligeables devant les deux que je regarde, à savoir le moins h bar oméga qui est le gain, et puis
celui-ci qui est l'augmentation de l'énergie. Alors à quoi ça ressemble cette intégrale? On ne va pas la faire en détail, mais on peut facilement se convaincre des termes pertinents. Je vous ai dit, le champ de vitesse est en 1 sur R. Donc quand je vais prendre le carré V2, je vais trouver quelque chose qui va être en 1 sur R2, donc qui va diverger violemment en R égale 0. Là, j'ai le D2R, donc j'ai un jacobien à mettre en coordonnées polaires. Ce jacobien, c'est simplement 2π fois R dr. Donc j'ai un R ici au numérateur, j'ai un R carré au dénominateur qui vient de la vitesse. Donc quand je simplifie, je me retrouve avec l'intégrale de dr sur R, donc, qui va être un logarithme. Quelles sont les bornes de l'intégrale? Alors la borne supérieure, c'est simplement le rayon de Thomas Fermi, puisque j'ai un gaz qui est donc piégé à 2 dimensions et qui la fonction prend essentiellement les valeurs non nulles dans un disque dont le rayon est donné par le rayon de Thomas Fermi. Et puis, au voisinage de 0, eh bien, qu'est-ce que je peux mettre comme borne inférieure? Il est clair que si je mets 0 et puis si je remplace phi par 1, je vais avoir un problème puisque le logarithme va diverger. Mais la fonction onde, je sais qu'elle s'annule en 0. Et je sais qu'elle s'annule sur une taille de l'ordre de xi, la longueur de cicatrisation. Donc en fait, sans trop de risque, je peux remplacer la borne inférieure de l'intégrale par xi, parce que je sais que le phi de r ici va de toute façon s'annuler va prendre des valeurs très basses dès que r va devenir petit devant xi. Donc je peux remplacer la borne inférieure par xi, et je trouve donc que l'intégrale de dr sur r, c'est simplement log du rayon de Thomas Fermi divisé par la longueur de cicatrisation petit xi. Et puis le préfacteur, c'est quand vous faites vous remplacez grand M par sa valeur et phi par sa valeur aussi, pour tenir compte de la normalisation, vous trouvez h bar petit oméga, la fréquence du piège, fois ce terme qu'on a déjà vu apparaître plein de fois, le produit grand N fois la constante petit g qui me décrit les interactions à 2 dimensions, cette constante sans dimension. Alors, est-ce que cette chose-ci peut devenir négative, c'est-à-dire est-ce que la variation totale d'énergie peut devenir négative? Eh bien, la réponse est oui. Il y a une fréquence de rotation critique grand oméga à partir de laquelle la somme de ça plus ça devient négative. C'est simplement la fréquence grand oméga c que j'obtiens donc en écrivant que ça est nul. Donc grand oméga c, c'est petit oméga fois tout le reste qui était écrit ici. Et si vous vous souvenez que Ng, je vous ai dit, est grand devant 1, ça peut valoir, je vous ai dit, jusqu'à quelques milliers dans les expériences. Donc cette chose-là est un nombre très petit devant 1. Un logarithme, bon an mal an, ça ne vaut jamais plus que quelques unités, même si RTF et XI diffèrent de quelques ordres de grandeur. Le log de quelques ordres de grandeur, c'est jamais que quelques unités. Donc tout ça, c'est assez facilement petit devant 1. Donc il suffit de tourner à une vitesse oméga c relativement faible par rapport à la fréquence de piège petit oméga pour que cette quantité-là totale devienne négative et pour que ce soit favorable de voir apparaître des vortex dans ces condensats. Alors, que disent les expériences? Les expériences disent qu'effectivement, c'est bien ça qui se passe. Ça, c'est des expériences qu'on avait faites à l'école normale il y a maintenant une quinzaine d'années, où on avait effectivement pris un condensat. Alors, il était tridimensionnel, il n'était pas bidimensionnel, mais bon, comme je l'ai dit, on peut adapter assez facilement ce qu'on a fait au cas 3D. Il était tridimensionnel, c'était une fréquence de piégeage genre de 220 Hz dans le plan XY. Et quand on tournait, eh bien, on voyait vraiment apparaître une fréquence critique, c'est-à-dire qu'en dessous de 150 Hz de fréquence de rotation, rien ne se passe, le condensat reste immobile. Et puis au-dessus de 150 Hz, on va apparaître un joli trou de densité au centre. Le contraste n'était pas de 100%, mais ça c'était lié à l'imagerie qui n'était pas parfaite. On voyait apparaître un joli trou de densité qui correspondait à un vortex. Et on avait vérifié qu'il y avait bien le bon enroulement de phase autour de ce point. Alors ces expériences au début ont été un petit peu mystérieuses, parce que la fréquence critique qu'on trouvait, donc de l'ordre de 150 Hz, ne correspondait pas au calcul que je vous ai montré à la diapositive précédente. Si je reprends un axe en fréquence comme ceci, ici avec 0, ici la fréquence grand oméga égale petit oméga, là où la force centrifuge déstabilise complètement le piège, eh bien, on prédisait une fréquence calculée qui était de l'ordre de 0,2 ou 0,3 fois petit oméga, et on trouvait comme fréquence critique quelque chose qui était voisin de petit oméga sur racine de 2. Donc, il fallait tourner plus vite que ce qu'on croyait pour faire apparaître le premier vortex. Le premier vortex aurait dû apparaître plus tôt et on ne le voyait pas apparaître. Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, qui a été comprise donc, un peu après par Yvan Castin et son groupe et Sandro Stringari à Trento, c'est qu'en fait, certes, dans cette région-là, un vortex serait énergétiquement favorable, mais
ce vortex n'arrivait pas à rentrer. C'est-à-dire que il ne suffit pas que l'état a un vortex qui est représenté ici ait une énergie plus basse que l'énergie de cet état sans vortex. Encore faut-il que le vortex rentre. Vous allez voir dans un instant comment est-ce qu'il rentre. Et pour le faire rentrer, eh bien, il y avait une barrière qui était trop grande dans cette partie-ci. En revanche, quand on tourne à cette fréquence-là, vous allez encore une fois le voir dans un instant, eh bien, il y a une instabilité qui se produit et là, les vortex rentrent très simplement. Donc, comme j'ai dit, c'est à la fois à Trento, le groupe Trento et puis le groupe d'Ivan Castin qui a bien compris ça. Donc là, je vais vous montrer une petite simulation faite par Ivan Castin, Alice Sinatra et Carlo Lobo, justement où ils vont intégrer, en fonction du temps, cette équation de Gross-Pitayevsky. Et on va comme ça voir ce qui se passe, quand est-ce que les vortex rentrent. Donc ils changent la fréquence angulaire, grand oméga, en fonction du temps. Ils la font passer de 0 à 0,8 fois la fréquence du piège, petit oméga. Et eh bien, vous allez voir ce qui se passe. Alors, ce que vous avez en fausse couleur ici, c'est donc la densité d'un condensat. Les petits points qui traînent dans les ailes ici, eh bien, ce sont des vortex. Donc, numériquement, ils regardent quand est-ce que la fonction donne un enroulement de 2π, de plus 2π ou de moins 2π. Alors là, vous avez des vortex qui sont ici. C'est en fait du bruit numérique, c'est-à-dire que là, la densité est extrêmement faible. Hein, donc, numériquement, il y a un petit peu de bruit qui fait qu'il y a des vortex dans ces endroits-là. Ils sont, je dirais, pas très significatifs. En tout cas, il n'y a pas d'atome à cet endroit-là, donc dire qu'il y a un vortex ne signifie pas grand-chose. Donc, je vais vous passer le film en entier. Vous allez voir, c'est très joli. Et puis après, on le détaillera un tout petit peu. Je vous dirai ce qui se passe. Voilà. Donc là, je ne commande pas pour l'instant. Et voilà. Donc, ce que vous voyez à la fin, c'est plusieurs vortex rentrés dans un condensat. Donc je reviens en arrière et je vous passe le film maintenant en le commentant. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quand les fréquences sont basses, finalement le condensat se déforme un petit peu, vous voyez. On est dans le référentiel tournant, là, hein. Donc il y a un agitateur qui crée une certaine électricité, c'est ça qu'on voit. Mais à ce stade-là, je n'ai pas de vortex à l'intérieur du condensat, les vortex sont à l'extérieur. En fait, ceux-là sont plutôt de charge positive. C'est ceux qui vont vouloir rentrer dans le condensat, ceux négatifs sont à l'extérieur, enfin encore plus loin. Donc là, le condensat se déforme un peu, mais sans rien. Et puis là, j'augmente encore la fréquence de rotation. Voilà. Donc là, il y a l'instabilité dynamique dont je parlais. La surface du condensat, là, c'est quand même beaucoup distordu. Et vous voyez qu'il y a des poches qui apparaissent du fait de cette instabilité dynamique. C'est un système qui on pourrait dire chaotique. Hein. Et via ces poches, ces trous de densité, là, les vortex trouvent un chemin, se frayent un chemin pour aller vers le centre. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Voilà. Et là, maintenant, il y en a qui ont commencé à rentrer. Donc là, je vous en ai 3 qui sont franchi la barrière et qui sont arrivés à l'intérieur, puis il y en a d'autres en train de rentrer. Et puis ensuite, eh bien, ce qui se passe, c'est que les vortex s'ordonnent et forment un beau réseau triangulaire. Alors donc là, vous voyez plusieurs vortex simultanément. Dans la figure expérimentale que je vous avais montrée tout à l'heure, il n'y en avait qu'un, mais on peut observer pour des fréquences de rotation plus élevées des vortex multiples. Effectivement, on l'a vu aussi dans l'expérience, pas seulement des figures à un vortex que je vous montrais, mais des vortex multiples. Et donc ça m'amène à la question de faire maintenant des choses plus quantitatives. On est convaincu que les vortex jouent un rôle, mais on va essayer de faire des choses plus quantitatives et de se poser la question suivante. Finalement, quel est le nombre de vortex que j'ai en fonction de la fréquence critique grand oméga? En fonction de la vitesse à laquelle je tourne, quel est l'état de mon système? Combien est-ce que je mets de tourbillons à l'intérieur? Quelle est la taille d'équilibre du condensat? Voilà des questions naturelles qu'on a amené à se poser. Et là, eh bien, on va se référer à un grand nom de la physique, qui est M. Feynman, qui est celui qui a vraiment bien compris ces choses-là, donc ça fait assez longtemps maintenant. Et on peut mettre la question en 2 étapes. D'une part, se convaincre qu'effectivement les vortex sont incontournables, c'est ce que je vais vous dire dans un instant, et puis ensuite, eh bien, trouver combien est-ce qu'il faut en mettre pour atteindre l'état d'équilibre. Alors pourquoi les vortex sont incontournables? Eh bien, cet argument de Feynman, qui a aussi été proposé par Onsager, à peu près dans les mêmes années, j'ai enlevé la petite flèche, là, voilà. Cet argument de Feynman est le suivant. Si vous prenez une fonction d'onde, mais que vous la regardez en dehors d'un vortex, eh bien, le champ de vitesse que vous savez fabriquer est un champ de vitesse qui est très banal, qui ne va pas contenir de rotation. Ce que je veux dire par ne pas contenir de rotation, c'est que si vous calculez ce qu'on appelle la vorticité, c'est-à-dire le rotationnel de la vitesse, qui décrit la manière locale dont un fluide tourne, eh bien, cette vorticité est toujours nulle. Et ça, eh bien, c'est contenu dans ce que je vous ai déjà dit. Hein. Si je prends une fonction de phi de R complexe, si je la décompose en modules et en phases, comme ça, je vous dis le champ de vitesse, c'est le gradient de la phase.
Et maintenant, si je calcule le rotationnel de la vitesse, ce sera donc le rotationnel d'un gradient, et ça vaut toujours 0. Donc, en dehors d'un vortex, c'est-à-dire en dehors d'un point où la fonction d'onde s'annule, c'est-à-dire en dehors d'un point où j'ai le droit de faire ça, enfin, en un point où j'ai le droit de faire ça, eh bien, je ne peux pas espérer avoir de la vorticité présente. Donc, effectivement, je ne vais pas pouvoir mettre du moment cinétique dans un superfluide s'il est la symétrie cylindrique. En revanche, si je prends un vortex, si je mets un vortex au point R0, par exemple, eh bien là, je vais avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce champ de vitesse azimutal, ce champ de vitesse qui est en 1 sur R, en l'occurrence 1 sur R moins R0 en module fois UφI, le vecteur azimutal autour du point R0. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est un petit calcul simple de différentiel. Si vous calculez la vorticité en ce point-là, eh bien, c'est simplement une distribution de Dirac au point R0 fois 2π h bar sur n. Bien. Donc ça, c'est une première partie de l'argument de Feynman. Le seul moyen de mettre une vorticité non nulle dans mon superfluide, c'est effectivement de mettre des vortex. Maintenant, combien est-ce que je dois en mettre? Deuxième étape du raisonnement. Eh bien, ce que fait Feynman, c'est de comparer à un fluide classique. Si vous prenez un bol de liquide, un bol de thé par exemple, et que vous le mettez en rotation avec une cuillère, vous laissez l'équilibre s'atteindre dans la rotation, eh bien, ce que vous trouvez comme état d'équilibre du fluide en rotation, je l'ai dérivé en détail dans les notes, mais c'est un résultat suffisamment intuitif pour qu'on puisse l'admettre ici. Ce que vous obtenez comme champ de rotation dans votre liquide, c'est oméga vectoriel R. C'est simplement le champ de rotation rigide d'un solide en train de tourner à vitesse uniforme autour de l'axe Z. Donc, si vous prenez un fluide en rotation classique, la vorticité que vous avez, c'est une vorticité qui est uniforme dans le liquide, c'est simplement 2 oméga. Quand vous prenez le rotationnel de ça, vous trouvez 2 oméga. Et ce que nous dit Feynman, eh bien, c'est que les vortex vont rentrer dans le superfluide, et le nombre de vortex que je dois mettre, c'est un nombre de vortex tel, ou plus précisément une densité surfacique de vortex telle, qu'en moyenne, quand j'additionne toutes ces distributions de Dirac aux différents cœurs de vortex, eh bien, je reproduis la même vorticité moyenne que celle que j'aurais dans un fluide classique. Si vous voulez, c'est une sorte de principe de correspondance qui va s'appliquer non pas si j'ai un seul vortex, mais si j'en ai beaucoup, si je suis dans la limite des grands nombres quantiques, eh bien, je m'attends à ce que mon fluide quantique qui est ici reproduise, une fois que je prends cette moyenne sur plusieurs vortex, reproduise la même vorticité moyenne que ce 2 oméga que j'ai dans mon fluide classique. Et donc ça, c'est très simple. Ce qu'il faut mettre comme densité surfacique de vortex, ρV, c'est simplement quelque chose tel que le 2π sur h bar fois ρV, ce que j'obtiens quand j'intègre ces distributions de Dirac sur un petit élément de l'espace, soit égal à 2 oméga. Et ça, eh bien, c'est très simple, ça me donne exactement ce que je cherche, la densité de vortex ρV en fonction des paramètres du problème, qui sont simplement la vitesse de rotation grand oméga et la masse des atomes qui servent à fabriquer le superfluide. Voilà, résultat remarquable de Feynman, mais résultat qui marche bien. Et alors là, je dis qu'il marche bien sur le plan numérique, vous allez voir les manips dans un instant. Donc sur le plan numérique, ici, je vous montre une simulation, beaucoup de gens ont étudié ça, mais là, j'ai pris une simulation de Feder et Clark, où vous avez un condensat en rotation, donc les Feder et Clark ont cherché l'état fondamental de ce condensat, et ils ont tracé le champ de vitesse de ce condensat par des petites flèches, ici, vous avez aussi la figure dans les notes, à la fois dans le référentiel du laboratoire et dans le référentiel tournant. Et ce que vous voyez, c'est que dans le référentiel du laboratoire, quand vous sommez, donc calculez le champ de vitesse associé à tous ces vortex présents, eh bien, vous voyez bien apparaître quelque chose qui ressemble à une rotation rigide, c'est-à-dire ce oméga vectoriel R, un champ de vitesse qui est relativement faible au voisinage du centre, et puis qui croît linéairement avec la distance, plus je m'éloigne du centre. Et quand je passe dans le référentiel tournant, le champ de vitesse est quasiment nul, mis à part des petits défauts qui apparaissent liés au cœur des vortex individuels. Mais en moyenne, si je lisse sur plusieurs vortex, eh bien, je retrouve le champ de rotation rigide. Donc l'état stationnaire correspond bien à la densité de vortex prédite par Feynman pour assurer ce champ de vitesse correspondant à la rotation rigide. Et puis, ce que vous voyez apparaître ici, et ce qui n'était pas contenu dans l'argument de Feynman, c'est que non seulement j'ai la bonne densité de vortex ρV qu'il faut, mais en plus, les vortex ne se mettent pas n'importe comment. Ils s'arrangent en un réseau régulier, triangulaire, qui a exactement la même structure que le réseau d'Abrikosov des vortex dans un supraconducteur. Et la raison pour laquelle les vortex, plutôt que de se mettre de manière désordonnée, préfèrent s'arranger en réseau régulier, c'est qu'ils se repoussent les uns les autres. Les vortex ont tous la même charge topologique, c'est-à-dire qu'ils correspondent tous à une rotation dans le même sens, et ça coûte moins d'énergie de mettre les vortex égale distance l'un des autres, plutôt que d'en mettre
à densité surfacique égale, certains très proches l'un des autres et d'autres plus éloignés. Ça coûterait de l'énergie cinétique d'en mettre deux proches l'un de l'autre, comme ils se repoussent. Donc, en plus de l'argument de Feynman, ce qu'on voit ici, c'est cet ordre qui apparaît du fait de cette répulsion effective entre vortex liée à l'énergie cinétique des atomes autour de leur cœur. Voilà. Donc, ça, c'est la confirmation numérique de l'argument de Feynman. Qu'en est-il des manips? Eh bien, ici, je vous montre une expérience faite au MIT dans le groupe de Wolfgang Ketterle en 2001, où là, eh bien, ils ont travaillé avec des nombres d'atomes considérables dans leur condensat. Ils avaient un condensat avec 50 millions d'atomes. Là encore, c'est une expérience tridimensionnelle. La fréquence du piège était de 86 Hz. Cette figure est prise à 60 Hz ici. Donc, vous voyez une centaine de vortex. Je crois qu'ils sont montés à 150 dans leurs expériences. Qu'en est-il de la loi de Feynman précisément? Donc là, ici, vous avez une étude faite par le groupe du MIT où il trace le nombre de vortex attendus en fonction de la fréquence de rotation. Donc ce nombre de vortex attendus, c'est simplement le ρV, densité de vortex prédit par Feynman, fois l'aire de mon condensat, ici, donc pi fois le rayon au carré. Alors ici, vous avez plusieurs types de points. Ces plusieurs types de points correspondent à différents temps de mise en rotation du gaz. Donc les carrés en bas correspondent à un agitateur tournant qui a été mis en place seulement pendant 25 millisecondes, donc un temps très court. Donc là, on n'a pas mis beaucoup de vortex dans le condensat. Les triangles noirs, c'est 80 millisecondes. Et puis ensuite, les ronds et les croix qui sont superposés, c'est respectivement 300 et 600 millisecondes. Donc là, on ne gagne plus rien à faire tourner pendant plus longtemps. On a atteint une sorte d'état d'équilibre. La loi de Feynman, c'est-à-dire cette loi-ci, c'est la courbe en pointillé ici. Alors, bon, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Les expériences donnent un résultat qui est ici. Ce n'est pas en désaccord flagrant avec la loi de Feynman, ce n'est pas non plus un accord parfait. On aurait voulu que les points se mettent sur cette ligne-là. Ils sont quand même systématiquement en dessous par quelque chose comme 20% ou 25%. Cette manip, je crois, n'a jamais été refaite avec des grands nombres de vortex pour donner un accord plus précis. Les auteurs du MIT disent que probablement la mise à l'équilibre n'était quand même pas parfaite dans cette expérience. Je pense que c'est une expérience qui mériterait d'être faite avec une meilleure précision, ou peut-être un piège encore plus rond pour que le gaz tourne mieux. Bon, ce serait bien de confirmer cette loi de Feynman avec les condensats. Elle a été très bien vérifiée avec les supraconducteurs de type 2. Là, pour le coup, ça marche très bien. Voilà. Alors, je termine ce paragraphe par le calcul explicite de la forme d'équilibre du condensat en rotation. Donc, j'ai mon condensat qui, à l'équilibre, sans rotation, avait ce rayon de Thomas thermique que j'ai calculé. Que devient ce rayon quand je tourne de plus en plus vite? Alors, on s'attend intuitivement à ce que ce rayon augmente à cause de la force centrifuge. C'est bien ce qui va se passer, mais je voudrais vous montrer comment ça se passe en pratique, comment ça se trouve en pratique. Donc, j'ai une énergie totale qui est, comme je l'ai dit, la somme maintenant de 4 termes. J'ai les 3 termes dont j'étais parti au départ, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle du piège, l'énergie d'interaction, et puis je rajoute un 4e terme qui est ce moins oméga Lz lié au passage dans le référentiel tournant. Et je vous propose de regarder 3 de ces termes, c'est-à-dire l'énergie potentielle pour commencer, et puis l'énergie cinétique et ce terme en moins oméga Lz. En énergie potentielle, je n'ai pas grand-chose à en dire, c'est simplement 1,5 de m petit oméga 2, la pulsation du piège, au carré, fois l'intégrale de R2 phi carré. Maintenant, je vais supposer que Feynman a raison, on a vu que c'était bien le cas, et je vais donc prendre le champ de rotation rigide V égale oméga vectoriel R pour calculer à la fois l'énergie cinétique et le terme en moins oméga Lz. Alors regardons déjà l'énergie cinétique. Donc si je prends V égale oméga vectoriel R, l'énergie cinétique c'est simplement oméga 2 fois R2, mais grand oméga 2, la fréquence de rotation. Donc le terme d'énergie cinétique, ça va être 1,5 de m grand oméga 2 fois l'intégrale de R2 phi carré. Ça ressemble beaucoup à l'énergie potentielle, simplement au lieu d'avoir petit oméga 2, j'ai grand oméga 2. Le terme en moins oméga fois Lz, lui, eh bien, quel est-il? Lz, je vous rappelle, c'est mvr, donc ça va me faire m fois grand oméga fois R2. Je remultiplie par oméga, donc je vais voir apparaître un oméga carré ici, le même que celui-ci. J'ai un signe moins parce que je passe dans le référentiel tournant avec ce signe moins.
et donc je vois apparaître moins m oméga 2 fois R2 phi carré. Le R2 vient du fait que je prends R vectoriel V, donc j'ai ce R-là qui se multiplie avec le R du moment cinétique. Donc je vois que le terme en moins oméga Lz a exactement la même structure que l'énergie cinétique, simplement il a un signe moins, et il est 2 fois plus grand en valeur absolue. Donc quand je somme ça et ça, eh bien, je vois apparaître moins 1,5 de grand M grand oméga 2, que je vais venir ajouter à plus 1,5 de grand M petit oméga 2. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. L'énergie totale, c'est simplement 1,5 de grand M, petit oméga 2, l'énergie de piégeage, moins grand oméga 2, le bilan de ces deux termes-là, fois R2 phi 2, plus l'énergie d'interaction à laquelle je n'ai pas touché, le terme qui était ici. Et donc ça, c'est très simple. C'est exactement la confirmation de ce qu'on disait intuitivement, que la force centrifuge doit déformer le piège. On trouve une énergie qui est exactement la même énergie que l'énergie de Thomas Fermi qu'on avait pour un gaz au repos, qui était ça. Simplement, ce que je dois faire, c'est remplacer la pulsation de mon piège, petit oméga, par une pulsation corrigée par la déformation centrifuge. Donc je remplace petit oméga 2 par oméga 2 moins grand oméga 2. Voilà. Donc ça confirme mon intuition, vous ne pouvez pas rêver mieux, c'est la physique de la force centrifuge qui se manifeste très simplement. Donc le bilan de tout ça, c'est donc que quand j'ai mon condensat au repos, eh bien, il occupe une certaine région de l'espace donnée par le rayon de Thomas Fermi. Quand je le mets en rotation, eh bien, il grossit, il y a des vortex qui apparaissent à l'intérieur, on a calculé combien il y en avait. Le rayon de Thomas Fermi, qui était initialement en 1 sur racine de petit oméga, si vous reprenez la formule que j'avais donnée tout à l'heure, va être remplacé par 1 sur petit oméga 2 moins grand oméga 2 puissance 1 quart. Donc quand je vais augmenter grand oméga pour le faire tendre vers petit oméga, ça va diverger, ça va devenir de plus en plus grand, tendre vers l'infini. La taille d'un cœur de vortex, petit xi, qui était en 1 sur le rayon de Thomas Fermi, qui était elle aussi en 1 sur racine d'oméga, si vous regardez bien, eh bien, elle aussi va diverger quand je vais me rapprocher de la rotation critique, grand oméga. Donc tout ce petit monde va diverger. Et donc on peut se poser la question de comment est-ce que ce modèle va tenir la route, le modèle que j'ai fait jusqu'à maintenant, quand on s'approche de la rotation critique. Et c'est ça qui va nous occuper maintenant dans la dernière partie de ce cours. Comment tout ça se passe quand j'approche des grandes fréquences de rotation. Donc je vais commencer par rester dans la progression de champ moyen, mais vous montrer que le concept qui émerge naturellement dans ce régime de rotation rapide, c'est le niveau de Landau fondamental qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans un autre contexte, dans le contexte du magnétisme. Donc je reprends ce que je disais en conclusion à l'instant. Quand la fréquence de rotation grand oméga se rapproche de la fréquence du piège petit oméga, eh bien, la longueur de cicatrisation petit xi diverge. Cette longueur de cicatrisation, je vous rappelle ce qu'elle représente, c'est la taille de mes cœurs de vortex. Mais quand cette longueur de cicatrisation dépasse l'échelle de la particule unique, c'est-à-dire le aperp, la taille de l'état fondamental du piège, elle va perdre toute sa signification physique. Elle était là comme échelle longueur petite devant aperp, cette longueur de cicatrisation, pour me dire qu'à cause des interactions, les particules tendaient à remplir l'espace qui n'aurait pas été rempli par la particule unique. Si maintenant ma longueur de cicatrisation devient suffisamment faible pour devenir plus petite que aperp, ce n'est plus un paramètre pertinent du problème. Donc il va falloir essayer de comprendre ce qui remplace la longueur de cicatrisation dans un problème une fois que cette longueur de cicatrisation devient vraiment très grande. Alors pour nous guider dans cette recherche, je peux regarder ce que ça donne au niveau du potentiel chimique. Le potentiel chimique est relié à la longueur de cicatrisation par cette formule-ci. C'est comme ça que je l'avais défini tout à l'heure. Mu égale h bar 2 sur mxi2. En fait, je vous avais donné xi en fonction de mu, mais c'est juste la même formule. Dire que xi devient plus grand que aperp étant racine de h bar sur m oméga, ça veut dire que le potentiel chimique mu devient plus petit que h bar oméga. H bar oméga étant donc le quantum d'énergie à une particule dans mon piège harmonique. Donc pour comprendre ce qui se passe si mon potentiel chimique devient plus petit que h bar oméga, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je revienne aux états à une particule pour voir finalement lesquels vont rester peuplés si le potentiel chimique prend des valeurs aussi basses que ça. Alors là, je vais revenir encore une fois à mes états à une particule dans un piège harmonique à 2 dimensions. Je pense que vous commencez à les connaître par cœur. Donc je les ai redessinés encore une fois ici, en rotation nulle, grand oméga égale 0, donc vous reconnaissez la pyramide inversée qu'on a vue tout à l'heure. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est donc passer dans le référentiel tournant, c'est-à-dire ajouter aux énergies qui sont représentées ici le terme moins grand oméga Lz,
Et ça va être très simple, hein. On l'avait fait d'ailleurs dans le cours dans lequel j'avais introduit la jauge symétrique pour le problème de Landau. Ça va être très simple puisque ces états sont états propres de Lz. Donc tout ce que je dois faire, c'est rajouter moins m h bar oméga, où la valeur de petit m est écrite ici. Ces états sont classés par colonne de m. Donc ça, c'est m égale 0, m égale plus 1, m égale plus 2, plus 3. Donc il faut que j'ajoute à chacun de ces états moins m h bar oméga pour savoir ce qu'ils deviennent dans le référentiel tournant. Et c'est là ensuite que je pourrais regarder ce que ça veut dire de prendre mu petit devant h bar oméga. Donc ajouter moins m h bar oméga, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les états à m égale 0 ne vont pas bouger, que l'état à m égale plus 1 va descendre de h bar grand oméga. Et si grand oméga est proche de petit oméga, ça veut dire qu'il va venir se mettre presque ici. L'état m égale plus 2 va descendre de 2 fois h bar oméga, donc il va venir se mettre lui aussi presque ici. Celui-là va descendre de 3 fois, donc va venir se mettre presque là, etc. Donc voilà ce que vous obtenez quand vous faites tous ces petits jeux de taquin que j'avais déjà décrits une fois. Vous obtenez toute une série d'états ici qui sont très proches les uns des autres, très proches de l'état fondamental, séparés ici simplement par la différence entre petit oméga et grand oméga, ici. Ça, c'est le niveau de Landau fondamental, hein, je l'avais déjà décrit comme ça. Et puis, à une énergie 2h bar oméga au-dessus, vous avez le premier niveau de Landau excité, etc. Et si je reviens à ma question de la diapositive précédente, que signifie prendre un potentiel chimique mu petit devant h bar oméga, le quantum à une particule, le quantum d'énergie à une particule? Eh bien, ça veut dire que je vais me limiter à des vecteurs d'état, à des fonctions d'onde, qui occupent simplement le niveau de Landau fondamental. Ça veut dire que je me limite à des énergies, si vous voulez, qui sont tellement basses que la population du premier niveau de Landau excité est négligeable, et a fortiori pour tous les autres niveaux de Landau. Vous pouvez transcrire ce critère mu petit devant h bar oméga en un critère sur la fréquence de rotation grand oméga. Je ne joue pas à l'algèbre à chaque fois parce que c'est toujours un petit peu fastidieux, mais vous avez toutes les équations en main, hein, donc vous pouvez le faire. Il n'y a aucune hypothèse supplémentaire. Si vous reprenez l'expression de mu que j'ai donnée tout à l'heure, dire que mu est petit devant h bar oméga, ça veut dire que la fréquence de rotation grand oméga divisée par petit oméga doit être assez proche de 1, donc je dois tourner assez proche de la rotation critique. Plus précisément, ça doit être supérieur à 1 moins 1 sur ng. Ng, je vous rappelle, c'est quelque chose qui est grand devant 1, donc ça veut dire que 1 sur ng est proche de 0, donc je dois être assez proche de 1 ici. Si vous prenez par exemple 1000 atomes ici et g égale 1 dixième, donc le produit ng vaut 100, donc je dois être à une fréquence de rotation grand oméga qui doit être supérieure à 0,99 fois la fréquence petit oméga. Sachant que je n'ai pas le droit de dépasser petit oméga, hein, donc je suis en train de viser un créneau assez faible, mais c'est le créneau où les choses intéressantes vont se produire. Alors, comment est-ce que je peux décrire mes états du niveau de Landau fondamental? Eh bien, je vais le dire en quelques mots. Je le dis parce que c'est une physique et une mathématique très élégante, je trouve. C'est des maths assez simples, mais très jolies, et je pense qu'on peut trouver un certain plaisir à les regarder, même quand on est physicien expérimentateur comme moi. Donc, je vous décris comment est-ce que, finalement, on va chercher ces états de niveau de Landau fondamental. Donc, je vous ai déjà donné tout à l'heure leurs expressions, hein, ces états de niveau de Landau fondamental. Je vous ai dit l'état fondamental m égale 0, c'est la gaussienne et puissance moins R2. L'état 1, c'est celui que je vous avais proposé comme vortex tout à l'heure, le R et puissance phi et puis fois la gaussienne. L'état m égale 2, c'est R carré et puissance 2 phi. Et plus généralement, le mième état de ce niveau de Landau fondamental, c'est R puissance m et puissance im phi, que je peux réécrire sous la forme U puissance m, où U c'est simplement x plus y, puisque R et puissance phi c'est x plus y. Donc ça c'est U puissance m et puissance moins R2. Alors si je prends donc un état quelconque de ce niveau de Landau fondamental, phi de R sera donc une combinaison non linéaire d'un certain nombre de phi m ici. J'ai mis des points rouges pour représenter les différentes amplitudes de probabilité. Donc ce sera une somme sur m de alpha m phi m. Et si vous remarquez que tous les phi m finalement c'est un U puissance m fois la même gaussienne, eh bien, je peux mettre la gaussienne en facteur et je me retrouve avec un polynôme simplement de la variable petit u, un polynôme de la variable x plus y. Donc finalement, la physique du niveau de Landau fondamental, c'est une physique des polynômes dans le plan complexe. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est des maths finalement assez simples, très jolies. Vous décrivez votre fonction de niveau de Landau fondamental par simplement les coefficients de votre polynôme, alpha m, u puissance m. Mais vous savez que si vous prenez un polynôme de degré m max dans le plan complexe, ce polynôme, il a m racine, m max racine.
Donc, plutôt que de travailler avec cette expression-ci, vous pouvez très bien décider de travailler avec les racines du polynôme que j'ai appelé U indice m ici. Donc, j'ai m max racines et je représente ma fonction par ces racines. Et maintenant, les racines, c'est une quantité mathématique, les racines du polynôme, mais quelle est l'assignation physique d'une racine? Eh bien, les racines, c'est rien d'autre que les vortex. En effet, si vous mettez votre polynôme P de U sous la forme produit de U moins UM, eh bien, si vous placez en UM, qu'est-ce que c'est un UM? C'est un zéro de la fonction d'onde, puisque, par définition, P de U s'annule, donc phi de U s'annule en une racine. Donc c'est un zéro de la fonction d'onde. Et si vous regardez comment la phase varie autour d'une racine simple d'un polynôme, eh bien, un polynôme en x plus y, eh bien, la phase tourne précisément de 2π. Si vous n'êtes pas convaincu, vous mettez cette racine en 0, donc vous retombez exactement sur le r et puissance phi et puissance moins r2, et vous trouvez bien ça. Mais si vous décalez votre racine, ça ne change rien. Vous avez une phase qui tourne autour du point UM de plus de phi là-dedans. Donc, on est dans une situation finalement où se donner une fonction d'onde du LLL, du niveau de Landau fondamental, c'est se donner les alpha m, mais c'est équivalent à se donner simplement les racines du polynôme, puisqu'une fois que je connais les racines, eh bien, je connais mon polynôme, un coefficient multiplicatif vrai. Donc, dans le LLL, on trouve quelque chose qui n'était pas vrai avant, mais qui est vrai donc, dans ce lowest Landau level, c'est que c'est équivalent de se donner soit la fonction d'onde, soit simplement la position des vortex. Dire où sont les vortex, ça suffit à préciser complètement la fonction d'onde. Voilà. Alors, à quoi ressemble un état fondamental dans le LL? Donc là, je donne une simulation numérique et puis les manips viendront à la diapositive après. Donc ça, c'est le résultat d'une simulation numérique qu'on avait fait avec Amandine Aftalion et Xavier Blanc. Donc c'est un état où il y a une trentaine de vortex. Et ce que vous trouvez, donc, c'est la chose suivante. Les vortex continuent à se mettre de manière régulière, au centre au moins, former un réseau triangulaire. Sur le bord, c'est un peu distordu, c'est ce qui permet d'avoir une densité atomique qui tombe rapidement. On retrouve un profil en parabole inversée, ça c'est toujours vrai. Simplement, ce qui change dans le LL, c'est que le coefficient petit g qui décrit les interactions, eh bien, il est renormalisé. Il est remplacé dans toutes les équations que j'ai écrites jusqu'à maintenant par b fois petit g, où petit b, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'Abrikosov, c'est un nombre qui est supérieur à 1. Et la signification physique de ce petit b, eh bien, c'est le fait que maintenant les cœurs de vortex occupent un volume important. Alors qu'avant, les cœurs de vortex avaient occupé un volume négligeable, parce que la longueur de cicatrisation xi était petite devant la distance entre vortex. Maintenant, le cœur de vortex est pratiquement aussi grand que la distance entre vortex. Et du coup, les atomes, eh bien, ils ont moins de place, parce que les cœurs de vortex sont gros, donc les atomes doivent occuper l'espace entre les cœurs de vortex. Ils ont moins de place, donc ils interagissent plus les uns avec les autres. Et c'est ça qui vient expliquer pourquoi l'interaction petit g est augmentée par ce facteur petit b. Voilà. Alors on peut, dans le formalisme du LLL, calculer le nombre de vortex. Vous avez tous les éléments pour le faire, hein, donc je donne simplement le résultat. Ce nombre de vortex, c'est égal donc à ce paramètre petit g renormalisé par le coefficient d'Abrikosov, b, fois le nombre d'atomes grand N, divisé par 1 moins grand oméga sur petit oméga. Plus je vais tourner vite, plus je vais mettre de vortex, simplement parce que mon gaz va devenir de plus en plus gros. Qu'ont donné les expériences? Eh bien, les expériences ont été faites essentiellement à Boulder, sur ce régime LLL, donc c'est là que ça a été étudié le plus en détail. On avait fait aussi à l'école normale, mais je pense que les expériences de Boulder sont allées nettement plus loin dans l'étude quantitative des phénomènes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un piège harmonique, et j'ai déjà expliqué comment ils avaient réussi à retourner extrêmement vite. Ils tournaient à une fréquence qui différait que de 7 pour 1000 de la fréquence critique petit oméga. Et ce qu'ils ont étudié, c'est donc en augmentant la fréquence, ici, de 0 à une fréquence de plus en plus élevée, comment variait la fraction de l'espace occupé par les cœurs des vortex. Donc, si vous voulez, comment est-ce que la longueur de cicatrisation augmentait pour atteindre une distance de l'ordre de la distance entre vortex. Donc, voilà ce qu'ils trouvent. Ils trouvent que pour les fréquences de rotation basse, la fraction occupée par les cœurs de vortex est très très petite devant 1, donc c'est ce que je disais, une très petite longueur de cicatrisation, mais qu'en revanche, quand ils tournent très vite, là, à ce moment-là, la fraction des cœurs occupés par les cœurs de vortex représente plus de 20% de l'espace, et c'est ça l'origine de ce paramètre d'Abrikosov qui augmente la force d'interaction. Donc les résultats qu'ils ont trouvés donc à Boulder reproduisent avec une très bonne précision ce qu'on attend de cette physique du niveau de Landau fondamental. Et là, pour le coup, c'était effectivement des manips à 2 dimensions, au moins pour ce régime-là, dans leur piège.
Voilà, donc ça termine ce que je voulais dire sur le régime champ moyen, donc physique bien comprise, avec des expériences convaincantes. Et maintenant, je voudrais aborder dans le tout dernier paragraphe quelque chose qui, là, pour le coup, est encore très prospectif, parce que là, il n'y a pas eu de résultats publiés là-dessus, mais qui serait, si on y arrive expérimentalement, très, très intéressant à faire. C'est aller au-delà du champ moyen pour atteindre des états qu'on peut qualifier de fortement corrélés, et j'aimerais donc discuter à la fois le seuil d'apparition de ces états fortement corrélés et quelques schémas de détection possibles. Donc j'insiste bien, là, pour le coup, il n'y a pas d'expérience qui a été faite encore convaincante sur cette section, sur cette partie-ci. Alors pourquoi est-ce qu'on doit aller au-delà du champ moyen? Pourquoi est-ce que la théorie de champ moyen va, à un moment ou à un autre, être en échec pour décrire le système? Eh bien, dans tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, j'avais un nombre de particules fixé, et il va rester fixé, grand N. Ensuite, j'ai un nombre de vortex. Le nombre de vortex dans le LLL, c'est, comme je l'ai dit, finalement, c'est le nombre de zéros de mon polynôme, le nombre de racines de mon polynôme. Le nombre de racines de mon polynôme, c'est le degré maximum du polynôme, donc c'est le nombre d'états à une particule peuplée. C'est le nombre de Fième pour lequel je vais avoir des amplitudes de probabilité appréciables. Donc j'ai deux nombres ici, grand N, nombre de particules, et un deuxième nombre, nombre d'états à une particule peuplée, NV, qui vaut Gn sur 1 moins grand oméga divisé par petit oméga. Et ce que vous voyez clairement, c'est que ce nombre NV va diverger quand grand oméga va se rapprocher de petit oméga, donc quand je vais tourner de plus en plus proche de la fréquence du piège, quand ma force centrifuge va devenir de plus en plus proche de la force de piégeage, et il y a un moment où le nombre NV, le nombre de vortex, va devenir comparable au nombre de particules. Et à ce moment-là, eh bien, c'est une règle assez générale en physique à n-corps. Quand vous avez un nombre d'états peuplés qui est de l'ordre du nombre de particules, eh bien, ça devient énergétiquement favorable de favoriser des états corrélés. C'est-à-dire que l'état champ moyen, où vous mettez toutes les particules dans le même état, en général, ce n'est plus du tout le meilleur choix à faire si vous voulez minimiser l'énergie. On a tout intérêt à aller chercher des états un peu plus compliqués, ou beaucoup plus compliqués, avec des corrélations entre particules. Vous allez en voir un exemple dans un instant, qui permettent d'abaisser de manière très significative l'énergie par rapport à l'état de champ moyen. Et c'est ça donc qui va se produire dans notre cas. Donc on va chercher des états, on va se poser la question, est-ce que je peux gagner de l'énergie, est-ce que je peux abaisser l'énergie de mon fondamental en allant chercher des états psi de R1 Rn qui ne sont plus maintenant des états factorisés psi de R1 fois psi de R2 fois psi de Rn. Alors juste pour vous situer donc la démarche qu'on a suivie dans ce cours jusqu'à maintenant et où on se situe maintenant, donc j'avais commencé au début, dans la première partie, par vous dire j'ai une fréquence critique grand oméga c pour voir apparaître un premier vortex. Et ce premier vortex, je vous l'avais dit, il apparaît avec une taille qui était la longueur de cicatrisation petite devant un perp. Ensuite, on a dit ah, attention, quand je commence à tourner vite, xi diverge, et à ce moment-là, eh bien, xi n'est plus pertinent, je rentre dans le niveau de l'enveloppe fondamentale, mais je peux toujours le décrire par la manip de champ moyen, par l'approximation de champ moyen. C'est les expériences de Boulder que je vous ai montrées il y a 2 minutes. Ça, je vous ai dit, ça se produit quand la fréquence grand oméga vient de l'ordre de petit oméga fois 1 moins 1 sur Gn. Eh bien, ce que je vous décris maintenant, le moment où grand N va devenir de l'ordre de NV, vous pouvez faire les maths de tête ici, ça va se produire quand grand oméga sera égal à 1 moins G sur N. Au lieu d'avoir Gn ici, c'est G sur N là. Alors évidemment, ça n'a de sens que si G est petit devant 1, enfin, plus petit que 1, et si G est plus petit que 1, effectivement, cette chose-là, ça va se produire avant cette chose-ci. Ici, si je prends G égale 0,1, ici ce sera 10 sur N que je vais apparaître, et ça, ce sera 1 sur 10N. Voilà. Et donc ce qui m'intéresse, c'est cette partie-ci maintenant. Ce niveau de Landau fondamental, je reste dans le niveau de Landau fondamental, mais maintenant je cherche des états corrélés. Alors, comment est-ce que je vais les chercher, ces états corrélés? Eh bien, l'hamiltonien, lui, il est toujours le même. Ça, je ne change pas d'hamiltonien, c'est toujours la somme de ces termes pi carré sur 2m plus 1,5 de m oméga r carré, le terme de cinétique plus le terme de piégeage. Mon terme d'interaction de contact, distribution de Dirac, je suis à deux dimensions, donc c'est un delta 2. Et je vais chercher ces états pour un moment cinétique total donné, grand L, ce qui revient à passer dans le référentiel tournant, si vous voulez. Et de quelle forme je vais prendre? Eh bien, puisque je suis toujours dans le LLL, les fonctions dans une particule, c'est toujours un polynôme fois la gaussienne exponentielle moins R2. Donc là, je cherche une fonction à n corps. Donc ça va être un polynôme
P de U1, U2, UN, où les UI, c'est les X plus Y à chaque fois pour la particule I, fois cet exponentiel de moins somme sur les RI carrés. Et ce polynôme doit être un polynôme symétrique, si j'ai affaire à des bosons, puisque je veux que mon grand phi ici soit complètement symétrique quand j'échange deux particules. Alors, pour fixer les idées, je vous donne juste un exemple. Si vous prenez un système à deux particules, et si vous cherchez tous les états de moment cinétique 2, moment cinétique total 2, eh bien, quels sont les polynômes P que vous devrez prendre en les multipliant par la gaussienne ici? Eh bien, ce sera des polynômes qui seront de la forme U1 carré ici, où là je mets un moment cinétique 2 sur la particule 1, et puis je mets la particule 2 au repos, ou alors U2 carré, je mets un moment cinétique 2 sur la particule 2 et rien sur la particule 1, ou alors des produits U1, U2, où à la fois la particule 1 et la particule 2 portent un moment cinétique unité. Donc à ce moment-là, le moment cinétique total vaut bien 2. Donc l'état le plus général de moment cinétique 2, c'est quelque chose qui fait intervenir U1 carré plus U carré avec le même poids, enfin la même amplitude, pour être symétrique, plus un coefficient, en autre terme arbitraire, fois U1, U2. Voilà. En règle plus générale, eh bien, ce qu'il faut, c'est chercher des polynômes sous la forme de somme de monômes U1 puissance alpha 1 et U2 puissance alpha 2, UN puissance alpha n, avec le moment cinétique total qui n'est rien d'autre que la somme de alpha 1 plus alpha 2 plus alpha n. Donc je me fixe la somme des alpha i et je cherche des sommes de monômes comme ça. Voilà. Donc voilà la règle du jeu qu'on se fixe. Et je voudrais, sans rentrer dans les détails, vous donner, quand on fait ça, quand on fait le traitement numérique, en général, ce que font les gens, c'est la diagonalisation exacte, c'est-à-dire qu'ils prennent jusqu'à 15 particules et ils mettent l'hamiltonien que j'ai décrit et ils cherchent l'état fondamental exact du système pour un moment cinétique donné. Eh bien, voilà ce qu'on trouve quand on fait cette diagonalisation exacte. Première chose qu'on rencontre, c'est que quand le nombre de vortex est simplement égal à n sur 10, il n'est pas encore égal à grand N, hein, on n'a pas encore atteint le moment où NV égale n, mais déjà, quand le nombre de vortex est d'ordre n sur 10, eh bien, on voit une première signature, enfin un premier échec de la théorie de champ moyen, c'est que le beau réseau de vortex triangulaires que je vous ai montré tout à l'heure, ils font. Et ils font non pas à cause de l'agitation thermique des particules, ils font à cause des fluctuations quantiques. C'est-à-dire que je suis toujours à température nulle, il n'y a pas de fluctuation thermique, mais les fluctuations quantiques, quand je quantifie la position d'un vortex, eh bien, les fluctuations quantiques liées au mouvement du vortex sont suffisantes pour faire fondre le réseau de vortex. Et donc, si on était capable de produire ça, eh bien, on ne verrait plus un réseau régulier triangulaire quand on prend une photo du système. Et puis ensuite, quand on augmente donc la vitesse de rotation, qu'on atteint des nombres de vortex égaux, voire supérieurs au nombre de particules, eh bien à ce moment-là, c'est là que se manifeste vraiment une physique qui est très proche de la physique de l'effet Hall quantique, et c'est ça que je vais vous décrire dans un instant. Alors, je voudrais quand même mettre un tout petit bémol sur la phrase que je viens de prononcer. Je vous l'ai dit, quand j'atteins un nombre de vortex égal au nombre de particules. La notion de vortex, à ce moment-là, perd un peu son sens, puisque finalement, un vortex, c'est quoi? C'est un trou au milieu des atomes. Mais si j'ai autant de trous que d'atomes, c'est évidemment, si je prends une photo et que je vois les atomes en différents points de l'espace, ce sera difficile de dire où est-ce qu'il y a des trous correspondant à des vortex et puis où est-ce que c'est simplement l'espace entre les atomes naturels. Donc le bon vocabulaire, ce n'est pas vraiment de parler de nombre de vortex à ce stade, c'est plus de parler de facteur de remplissage ou de moment cinétique total mis dans le système. Je vais continuer à parler de nombre de vortex parce que c'est commode, mais il y a une formulation mathématiquement plus correcte de décrire les états tels qu'ils apparaissent en termes de moment cinétique. Donc, j'en reviens à mes états de l'effet Hall quantique. Et un état remarquable qui apparaît, donc pour un facteur de remplissage 1,5, quand le nombre de vortex est égal à 2n en langage imagé, c'est cet état de Laughlin. Cet état de Laughlin, ça consiste à prendre comme polynôme symétrique, P de U1, U de UN, prendre tous les couples IJ possibles, donc tous les UI moins UJ, les élever au carré et prendre leur produit. Donc on obtient, vous pouvez compter facilement, un polynôme de degré total n fois n-1. C'est bien une fonction qui est symétrique par échange de Yeji, parce que j'ai mis un exposant 2 ici. Laughlin, lui, avait proposé ça pour des fermions, donc il a mis l'exposant 3 pour expliquer l'effet Hall quantique avec des fermions. Avec des bosons, il faut mettre 2 pour avoir la même chose. Ce qui est remarquable, c'est que là, quand vous prenez une fonction de ce type-là, vous n'avez jamais deux particules au même endroit. Hein. À cause du I moins UJ, cette fonction d'onde à n particules s'annule dès que vous regardez la densité de probabilité pour avoir un atome au point R et un autre atome au même point R. Ça a pour conséquence immédiate
que l'énergie d'interaction est nulle pour le potentiel de contact en delta 2, puisque ça, au contraire, ça compte, ça mesure combien j'ai de particules au même point, puisque c'est un delta de la position de la particule I et de la position de la particule J. Donc là, ce que j'annonçais tout à l'heure, qu'il y a moyen de gagner de l'énergie en allant chercher des états corrélés par rapport aux états de champ moyen, c'est évident. Avec un état de champ moyen, ce n'est pas possible d'avoir une énergie d'interaction strictement nulle. Alors qu'avec l'état de Laughlin, eh bien, c'est le cas, puisque, encore une fois, je ne peux pas avoir de particules au même endroit avec cette fonction d'onde. Alors c'est même plus fort que ça, en fait. Cet état de Laughlin, il est ce qu'on appelle incompressible, c'est-à-dire que quand vous calculez non seulement l'état fondamental, mais les états excités au-dessus de lui, eh bien, il est séparé par un gap fini, donc qui ne tend pas vers zéro à la limite thermodynamique. Il est séparé par un gap fini de tous les états excités de même moment cinétique. Et ce gap, je l'ai écrit ici, donc il fait intervenir tous les paramètres qu'on a vus jusqu'à maintenant. H bar oméga, c'est la pulsation du piège, c'est relié, si vous voulez, à la pulsation cyclotron, puisque j'ai pris grand oméga très voisin de petit oméga. J'ai petit g, mon paramètre d'interaction que j'ai décrit jusqu'à maintenant, fois 0,1, ça c'est un coefficient numérique qui sort de la diagonalisation exacte. Les premiers à avoir fait ça, c'est Nicolas Regnault et Thierry Jolicoeur. Voilà, alors il y a d'autres états. Pour les spécialistes des férules quantiques, il y en a un que je ne décris pas ici dans l'exposé, j'ai mis quelques détails dans les notes. C'est ce qu'on trouve, non pas avec un facteur de remplissage 1,5, mais un facteur de remplissage 1, donc nombre de vortex égal au nombre de particules. C'est l'état de Moore-Reid, état pfaffien. Ça correspond, pour des fermions, au fameux état 5,5 dans les férules quantiques, état qui a des propriétés vraiment très intéressantes, propriétés non abéliennes, et qui serait très très intéressant de réaliser avec des atomes froids. Alors je termine avec deux diapos qui sont comment est-ce qu'on peut penser détecter ces états corrélés si on sait les produire au laboratoire. Encore une fois, ça n'a pas été fait, mais si on savait les produire au laboratoire, comment est-ce qu'on pourrait les détecter, ces états fortement corrélés? Alors, première chose, peut-être la plus simple, c'est voir une réduction des pertes inélastiques. Si je prends l'état de Laughlin, eh bien, je n'ai jamais deux atomes au même endroit, encore moins 3. Si je prends l'état de Moore-Reid que j'annonçais, c'est la même chose. La probabilité d'avoir 3 atomes au même endroit est très très faible. Donc, du coup, tous les processus de perte inélastique, formation de molécules par collision à 3 corps, eh bien, ces processus devraient être très fortement diminués, voire complètement inhibés. Donc, même sans aller les diagnostiquer précisément, ces états, on devrait voir, si on arrive à les fabriquer, une réduction du taux de perte inélastique. Ensuite, si on progresse un petit peu dans la difficulté expérimentale, eh bien, on peut exploiter l'incompressibilité, le fait qu'il y a ce gap qui s'établit entre l'état fondamental et les états excités. Et une manière de voir l'incompressibilité dans les pièges harmoniques, c'est ce qui a été mis en œuvre par les gens qui ont vu la transition isolant de mode superfluide, c'est que vous attendez à voir des plateaux de densité. Et en particulier, si vous mettez un état de Laughlin dans un piège harmonique, eh bien, ce que vous attendez, c'est une simulation numérique qu'on avait fait avec Marco Roncaglia et Matteo Rizzi, vous attendez à avoir une densité uniforme sur presque tout le piège, et puis quelque chose qui chute brutalement sur les bords, au lieu de voir le profil de Thomas Fermi, la parabole inversée qu'on a trouvé ensemble en champ moyen. Donc, voir des plateaux de densité, ce serait une signature vraiment jolie, l'équivalent, si vous voulez, de ce qui a été vu pour la transition de Mott, ce serait une signature vraiment jolie de l'incompressibilité des états qu'on fabrique. Maintenant, si on veut rentrer encore plus dans les détails, si on veut caractériser l'état incompressible qui a été fabriqué, alors on peut imaginer faire des détections d'atomes individuels, c'est-à-dire éventuellement faire d'abord un temps de vol qui préserve les fonctions de corrélation, et puis ensuite mesurer la position des atomes après ces temps de vol, et à partir d'une image comme ça, une image à une dizaine d'atomes, reconstruire les fonctions de corrélation spatiale. Donc il faut faire un grand nombre de réalisations de l'expérience, un grand nombre de temps de vol, et puis reconstruire toutes les fonctions de corrélation spatiale à 2 corps, à 3 corps, et voir si les fonctions qu'on reconstruit correspondent bien à ce qui a été calculé ou prédit, ou alors si on trouve des états nouveaux. Ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait des états qui apparaissent. Comme je l'ai dit, la diagonalisation exacte est limitée à une quinzaine de particules, donc dès qu'on va au-delà, c'est un peu un no man's land. Et puis alors, si on veut aller encore de manière beaucoup plus futuriste, faire des expériences vraiment qui seraient superbes, mais qui, pour le coup, là, sont vraiment difficiles à mener, on peut aller chercher des statistiques non conventionnelles dans ces états, en particulier des anions, des choses qui ont été prédites par Wilczek dès 1982 dans les systèmes des férules quantiques, mais qui devraient se manifester en transposition directe dans ces systèmes atomiques sous champ magnétique artificiel.
Là, je remets une proposition qui avait été faite par Belén Paredes et collaborateurs il y a une dizaine d'années. Je crois qu'Jacopo va aussi en parler dans son séminaire dans une version photonique. L'idée, c'est d'aller voir donc si, effectivement, comme l'avait proposé Wilczek, si les excitations de ce type de système ont des statistiques qui ne sont pas les statistiques conventionnelles de fermions et de bosons. Alors, vous savez que les fermions et les bosons ont comme propriété que quand je fais l'échange de deux particules, eh bien, j'obtiens un signe plus 1 pour les bosons, un signe moins 1 pour les fermions. Si je fais un double échange, c'est-à-dire si je prends une particule, je la fais passer d'abord ici, et puis je la ramène là, donc avec des photons et des bosons, avec des fermions et des bosons, j'attends à chaque fois plus 1, puisque j'obtiens plus 1 au carré ou moins 1 au carré quand je fais un double échange. Quand on prend des excitations de systèmes de type F-Hall quantique, on peut trouver d'autres choses que plus 1 quand on fait un double échange. Et une manière de faire des excitations et de faire un double échange, ce qu'ont proposé Paredes et al., c'est la chose suivante. C'est prendre le système atomique, donc ce sont les points noirs ici, donc préparés dans l'état de Laughlin par exemple. Créer des excitations, c'est créer des trous. Donc on focalise un premier laser qui crée une bosse de potentiel ici, donc ça crée un trou dans le système à n-core. Je crée un deuxième laser ici, je focalise un deuxième laser ici qui crée un deuxième trou, donc deuxième état excité dans mon système à n-core, et je fais tourner une des excitations par rapport à l'autre. Donc pour ça, il faut un faisceau laser contrôlé par des déflecteurs acousto-optiques, par exemple. Et ensuite, eh bien, on détecte la phase accumulée. Si effectivement on a des excitations qui ne sont ni des bosons ni des fermions, eh bien, il doit y avoir une phase non nulle. Je ne dois pas trouver plus 1, je dois trouver une autre phase. Et donc, en détectant la phase accumulée, on devrait être capable de voir si effectivement il y a des anions dans ces systèmes-là. Alors ça, inutile de dire que ce n'est pas une expérience simple à faire. Je pense qu'on fera d'abord les premières que j'ai décrites avant de faire ça. Voilà, donc ça m'amène à la fin de ce cours-ci, donc à la fin de la série de cette année. Le message des cours de cette année, finalement, se résume assez simplement. Il y a 2 points. Le premier point, c'est qu'au niveau de la physique à une particule, eh bien, on dispose vraiment maintenant d'une grande panoplie d'outils, un grand attirail de dispositifs pour créer ces champs magnétiques artificiels, à la fois sur des systèmes homogènes et sur des systèmes en réseau. Eh bien, on sait créer, si je puis dire, le bon Hamiltonien magnétique ou le bon couplage spin-orbite. Ça, je pense qu'on a une panoplie vraiment très riche. Et donc, ça a permis déjà de voir des effets tout à fait intéressants, des effets subtils, du type mesure de nombre de Chern, des choses comme ça, ou en tout cas, c'est en train de se faire. Maintenant, le grand défi qui est ouvert pour les expérimentateurs du domaine, eh bien, c'est d'aller mettre des interactions dans le système, c'est-à-dire d'aller vers des états de type F-Hall quantique fractionnaire. Et ça, c'est un domaine qui est pour l'instant complètement vierge. Ce serait vraiment intéressant d'y aller parce que les expériences d'atomes froids sont vraiment complémentaires des techniques de diagonalisation exacte qui, comme je disais, sont limitées à des petits nombres de particules, donc on peut espérer aller au-delà. On a des diagnostics qui sont différents de ceux des méthodes d'F-Hall quantique. Et puis, du coup, ces expériences d'atomes froids permettront d'aborder des questions importantes ouvertes sur la matière quantique topologique, que ce soit la matière quantique qui existe déjà dans F-Hall quantique ou sur des nouvelles phases qui ne seraient pas réalisables avec des matériaux conventionnels. Voilà, donc je m'arrête ici et je vous remercie à tous pour votre attention et votre fidélité. Merci.